la neige tombait drue sur les rocheuses, drapant le monde d'un silence irréel. Chaque flocon semblait étouffer la respiration même du vent. Dans la petite cabane de bois que son père avait construite. De ses mains, Caleb Turner attisait les braises mourantes du foyer. Le garçon de 17 ans connaissait trop bien la solitude de ces hauteurs. Le crépitement du feu et le rugissement du blizzard formaient la bande sonore d'une existence qu'il croyait immuable jusqu'à ce qu'un cri, faible mais déchirant, vienne fendre la tempête. Il saisit sa lanterne et s'aventura dehors, luttant contre le vent qui lui fouettait le visage. Sa lumière jaune perçait à peine le rideau de neige. En contrebas, près du ruisseau gelé, une silhouette gisait à moitié ensevelie. C'était une femme, à peine consciente, les doigts crispés sur un sac de toile qu'elle refusait de lâcher, même dans l'inconscience. « Venez, venez » murmura-t-il, la voix rauque d'effort. Il la prit dans ses bras, sentant sous ses doigts la morsure glacée de sa peau. Le souffle de la jeune femme était si léger qu'il craignit un instant qu'elle ne s'éteigne avant d'atteindre la cabane. À l'intérieur, la chaleur du feu renaissant rendit vie à plus qu'un simple corps. Tandis que la femme, qu'il apprit plus tard à s'appeler Helena, reprenait lentement connaissance. Caleb sentit une autre chaleur l'envahir, celle, troublante et oubliée, d'une présence humaine. Mais dehors, la tempête cachait d'autres secrets. Et dans le sac qu'Helena serrait encore contre elle, quelque chose semblait battre comme un cœur vivant. L'aube se leva pâle et tremblante derrière les vitres gelées. La lumière filtrait faiblement à travers les cristaux de givre. Caleb, déjà debout, alimentait le feu avec 3 bûches qu'il avait soigneusement choisies la veille. Elles devraient tenir jusqu'à midi. L'hiver, cette année, s'annonçait plus rude que les 5 précédents. Mais la rudesse ne le gênait pas. Depuis 3 ans qu'il vivait seul sur cette montagne, le silence était devenu son seul véritable compagnon. Sur la cheminée, un ours sculpté dans le pin veillait comme un totem. Son père lui avait appris à le tailler, répétant toujours la même leçon. Patience dans le bois, patience dans la vie. Samuel Turner, homme de peu de mots mais de sagesse infinie, lui avait transmis tout ce qu'il savait de la survie. Caleb lui devait chaque geste, chaque instinct. Dans le coin qu'il appelait la cuisine, il fit chauffer un café si épais qu'une cuillère pouvait y tenir debout. Il mangea un morceau de venaison séchée, quelques baies conservées depuis septembre, puis observa le dehors. La neige montait déjà jusqu'à la moitié du cabanon à bois. 3 pieds, peut-être davantage. Le ciel s'assombrissait à nouveau. La radio, un vieux modèle à manivelle, grésilla avant qu'une voix mécanique ne perce le souffle des ondes. Alerte tempête prolongée pour le comté des Lornes. Prévoyez entre 45 et 60 cm supplémentaires dans les 48 prochaines heures. Caleb lâcha un rictus. Voyager déconseillé. Personne ne s'aventurait de toute façon jusqu'à Widow's Ridge en hiver. Son plus proche voisin, Jenkins, vivait à 12 000 en contrebas et ne sortait jamais avant le dégel. À 34 ans, Caleb se sentait vieux. Son reflet dans la cuvette d'eau lui renvoyait un visage prématurément marqué, la barbe piquée de gris, les yeux d'un homme qui avait vu trop de saisons mourir. Les habitants de Riverdale le surnommaient l'ermite de la montagne. Le garçon qui n'était jamais redescendu après la mort de son père. Et, au fond, il n'avait pas tort. Après l'enterrement, il avait bien envisagé de retourner en ville, mais l'idée des rues bruyantes, des conversations sans fin et du vacarme humain lui donnait la nausée. Ici, chaque son avait un sens. Chaque silence, une histoire. Un grondement d'où rompit sa rêverie. Timber, son chien, venait de se lever du tapis en peau d'ours. Croisé de berger allemand, il était apparu un hiver famélique, sur le perron comme envoyé pour qu'il ne soit pas tout à fait seul. D'accord, mon vieux. On fait la ronde. Caleb enfila l'ancien manteau de mouton de son père, râpé au coup de mai. Encore solide. À peine la porte franchie, le froid lui frappa le visage comme une gifle. Sa respiration se transforma en nuage de cristal avant de s'effacer dans le vent. Timber bondissait dans la neige jusqu'à la poitrine, infatigable. Ensemble, ils vérifièrent la réserve de bois, les pièges à lapins et le fumoir où pendaient des quartiers de viande. Tout semblait en ordre. Rien ne bougeait. Ni renard, ni lièvre, ni chevreuil, la montagne entière semblait retenir son souffle. Puis Timber s'arrêta net,
oreilles dressées vers la vallée. « Qu'est-ce que t'as vu, mon gars ?» Un grondement sourd monta de sa gorge. Pas celui qu'il réservait aux écureuils ou aux ombres imaginaires. Un son grave, menaçant. Les loups? Non. Trop tôt dans la saison. Et soudain. Caleb l'entendit aussi. Un cri. Humain. Perdu dans le hurlement du vent, mais indéniable. Il sentit son cœur se serrer. Non, personne n'est assez fou pour être dehors aujourd'hui. Timber aboya. Insistant, puis fit quelques pas vers la pente avant de se retourner, implorant presque. Caleb hésita. La visibilité baissait à vue d'œil. Suivre un écho dans une tempête, c'était risquer sa vie. Un pas de trop, et on pouvait se perdre à 10 mètres de sa propre porte. « Rentre, Timber » ordonna-t-il. Le chien gémit, recula, puis s'exécuta à contre-cœur. Mais son agitation persistait. Il tournait sans cesse entre la porte et son maître, couinant avec une insistance presque humaine. Le cri retentit de nouveau, plus proche cette fois, déchirant le vent. Et Caleb se souvint des mots de son père. On n'abandonne jamais quelqu'un dans le besoin sur cette montagne. La nature est assez cruelle sans que les hommes le soient aussi. Soupirant, il remit son manteau, prit la vieille lanterne à pétrole et glissa un couteau dans sa ceinture. On dirait qu'on aura de la visite, mon vieux. Allons être bons voisins. Le blizzard le frappa. Comme un mur. Chaque pas était une lutte. Le vent hurlait, la neige cinglait sa peau, et pourtant Timber ouvrait la voie, obstiné. La lumière de la lanterne vacillait dans la tourmente. Comme un cœur battant au milieu du néant. Et cria-t-il, la voix étouffée. Y a quelqu'un? Rien. Seulement le mugissement du vent, semblable à un chœur de lamentation. La raison lui soufflait de rentrer. Il connaissait les histoires, des trappeurs retrouvés figés à quelques pas de leur foyer, morts désorientés dans la blancheur. Mais le chien continuait, sûr de sa piste. Caleb suivit. Aveugle, guidé par cette confiance muette. Puis, au détour d'un talus, la terre s'ouvrit sur le lit gelé du ruisseau de Crow Creek. Et là, à l'ombre d'un pin foudroyé, une forme gisait dans la neige. Une femme. Il s'agenouilla, balayant la poudre blanche de son visage. Sa peau était bleutée, ses cheveux noirs collés à ses joues glacées. Ses vêtements de ville une robe d'hiver fine. Des bottines de cuir léger étaient trempées, inadaptées à cette sauvagerie. Par tous les saints. Il chercha un souffle, un signe de vie. Une haleine fragile, mais réelle, effleura sa main. Caleb sentit un élan d'urgence et de peur mêlée. Il la souleva doucement, priant pour ne pas être trop tard. Le sac qu'elle tenait glissa presque, mais même dans l'inconscience, elle le retint. Il pesait lourd, plus lourd qu'un simple bagage. Quelque chose de métallique tinta à l'intérieur. Le vent redoubla, comme pour sceller le secret. Caleb serra les dents et prit la direction de la cabane, Timber trottant à ses côtés, aboyant contre la tempête. Derrière eux, la montagne se referma dans le silence. Seule la neige, en tombant, effaçait leurs traces comme pour cacher ce que le destin venait de faire entrer dans la vie du jeune homme. Car au cœur de cet hiver, sur les hauteurs de Widow's Ridge, la solitude de Caleb Turner venait de prendre fin. Et avec elle commençait une histoire que le vent, la neige et le temps eux-mêmes allaient se charger de terre, jusqu'à ce que quelqu'un, un jour, ose la redécouvrir. La neige tombait sans relâche, effaçant les formes du monde. Et noyant le silence des montagnes sous un voile de blancheur. Dans cette tempête, Caleb Turner avançait à pas lourds, son souffle formant de brèves nuées qui se perdaient aussitôt dans la tourmente. Son chien, Timber, bondissait devant lui, reniflant la piste avec l'instinct sûr de ceux qui connaissent le froid mieux que les hommes. C'est alors qu'il la vit une silhouette affaissée au bord du ruisseau gelé, presque englouti par la neige. Caleb s'agenouilla aussitôt. Une femme. Le visage à moitié dissimulé par ses cheveux collés de glace, le corps raidi par le froid. Une main serrait convulsivement un petit sac de cuir contre sa poitrine, comme si sa vie en dépendait. « Madame » appela-t-il, sa voix emportée par le vent. Il posa 2 doigts sur son cou, un pouls faible, mais présent. Les lèvres de la jeune femme tremblaient, exhalant un faible gémissement.
Les premières taches bleuâtres du givre marquaient déjà sa bouche. Il n'y avait pas une seconde à perdre. Caleb défit la vieille écharpe bleue qu'il portait, le dernier cadeau de sa mère avant de mourir en le mettant au monde. Il l'enroula avec soin autour du cou de l'inconnu, protégeant son visage de la morsure du vent. « Je vais vous porter, murmura-t-il, même s'il savait qu'elle ne l'entendait pas. Mon refuge n'est pas loin. Vous serez en sécurité là-bas. » Il la souleva avec précaution. Elle était d'une légèreté presque inquiétante. Le petit sac resta coincé entre eux, maintenu par la main crispée de la femme, il n'essaya pas de le lui enlever. Ce qu'il contenait devait être important, assez pour défier la mort. Timber ouvrait la marche, aboyant contre le vent, tandis que Caleb avançait lentement, trébuchant parfois dans la poudreuse. La femme murmurait par moments des mots incohérents, trop faibles pour être compris. Une fois, elle entr'ouvrit les yeux, deux lacs sombres, effrayés, perdus. Caleb répondit d'une voix douce. « On y est presque. Tenez bon. » Quand la lueur de sa lanterne se refléta enfin sur les vitres givrées de la cabane, il sentit la tension se relâcher dans ses épaules. Ils étaient arrivés. Timber bondit sur la porte. Impatient d'entrer. À l'intérieur, la chaleur du feu les enveloppa comme une étreinte. Caleb déposa la jeune femme sur son lit, le seul vrai lit de la cabane, et attisa les flammes jusqu'à ce qu'elle projette sur les murs de bois de longues ombres dansantes. Ce n'est qu'alors qu'il la détailla vraiment, une femme d'une vingtaine d'années, au teint citadin. Ses vêtements parlaient d'élégance, pas de survie, un manteau de laine trop fin pour ses montagnes, des bottines de cuir plus faites pour la promenade que pour la neige, des gants cousus de fils décoratifs. Que faisait-elle ici, sur Widow's Ridge, en plein hiver? La solitude avait appris à Caleb la prudence, mais les paroles de son père résonnaient encore en lui, juge un être à ses gestes. Pas à tes soupçons. Cette femme avait besoin d'aide, peu importait son histoire. Il lui retira les bottes trempées, les chaussettes glacées, ses orteils étaient d'un blanc inquiétant. Puis le manteau, puis les couches de vêtements extérieurs, détournant le regard autant qu'il le pouvait pour lui laisser un semblant de pudeur. Enfin, il la couvrit du vieux kilt de sa mère. Celui qu'il ne sortait que pour les nuits les plus rudes. Le sac restait serré entre ses bras, inébranlable. Il mit de l'eau à chauffer, réfléchissant à la suite. Le blizzard ne faiblissait pas. Il serait coincé là plusieurs jours, peut-être plus. Son regard glissa vers la carabine de son père accrochée au-dessus de la cheminée, toujours chargée, toujours prête. La confiance, disait Samuel Turner, se gagne lentement et se perd en un souffle, surtout ici, où les erreurs coûtent la vie. La femme remua dans son sommeil, cherchant la chaleur du feu. L'écharpe bleue contrastait vivement avec la pâleur de sa peau. « Vous êtes en sécurité maintenant » murmura Caleb. Du moins, il l'espérait. L'aube arriva sans lumière. La tempête hurlait encore. Caleb n'avait pas fermé l'œil, alternant entre le feu et la surveillance de son invité. Son souffle s'était régularisé, un peu de couleur revenait à ses joues. Mais elle délirait encore. « Non, les papiers » murmura-t-elle dans son sommeil, serrant son sac comme si sa vie en dépendait. Timber, étendu près du lit, veillait sans bouger, son museau posé sur ses pattes. Le chien d'ordinaire méfiant semblait étrangement protecteur envers l'inconnu. Caleb ouvrit la vieille boîte en fer blanc de sa grand-mère, remplie d'herbes séchées soigneusement étiquetées d'une écriture presque effacée. Il choisit de l'aquilée millefeuille pour la fièvre, de l'écorce de saule pour la douleur, et un peu de menthe pour adoucir le goût. Pendant que la tisane infusait, une odeur âcre et vivifiante se répandit dans la pièce. Son père l'avait initié à ces remèdes. Les docteurs, c'est pour les gens des villes. Ici, la montagne nous donne tout ce qu'il faut, si on sait regarder. La femme gémit. Bougea, ouvrit les yeux. D'abord perdue, ses prunelles fixèrent le plafond de bois avant qu'un éclat de panique ne les envahisse. Elle se redressa brusquement, porta la main à sa tête. Doucement, dit Caleb, en gardant ses distances. Vous êtes en sécurité ici. Elle scruta la cabane, les meubles rustiques, les bois empilés, les trophées de chasse. Enfin, son regard se posa sur lui. Qui êtes-vous? Demanda-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Caleb Turner. C'est ma cabane. Vous étiez presque gelé près de Crow Creek.
Je vous ai ramené avant que la tempête ne vous emporte. Elle resserra le kilt autour d'elle, prenant conscience de sa nudité partielle. Vos vêtements sèchent près du feu, expliqua-t-il rapidement. Ils étaient trempés. Prenez ma chemise, là. Si vous voulez. Elle effleura du bout des doigts l'écharpe bleue toujours nouée à son cou. Merci, souffla-t-elle. Caleb hocha la tête et lui tendit la tasse fumante. Une infusion. Pour la fièvre et la douleur. Elle hésita, huma le breuvage, puis but une gorgée prudente. Je m'appelle Helena, dit-elle enfin, comme si cela scellait une trêve fragile. Qu'est-ce qui vous amène à Widow Ridge, en plein hiver? Ce n'est pas vraiment la saison des touristes. Son dos se raidit, ses traits se fermèrent. Je voyageais, j'ai été séparé de mon groupe. Un groupe qui vous laisse. Seul dans une tempête, fit Caleb, les sourcils froncés. Elle releva la tête, piquée au vif. Ce n'est pas leur faute. La diligence a eu des ennuis dans le col. Je suis parti chercher de l'aider. Je me suis perdu. Le mot le fit tiquer. Une diligence? Répéta-t-il. Il n'en circule plus ici, surtout pas l'hiver. Celle qui passe en été s'arrête toujours à la station de Vania. 20 miles plus au sud. Ils ont une radio, des vivres. Elle but une nouvelle gorgée, comme pour gagner du temps. Je ne connais pas bien la région, avoua-t-elle. Ça se voit, répondit-il sans méchanceté. Combien de temps durera la tempête, demanda-t-elle, détournant la conversation. Le vieux poste parle de 2 jours, peut-être 3. Mais les chemins seront impraticables pendant au moins une semaine. Vous êtes coincé ici, j'en ai bien peur. Un voile d'angoisse passa sur son visage. Une semaine? Murmura-t-elle. Ce n'est pas possible. Caleb la regarda longuement sans répondre. Dans la lumière tremblante du feu, elle semblait minuscule sous la couverture, mais dans la crispation de sa main sur le sac, il devinait une volonté de faire. Quel secret protégeait-elle? Avec tant d'ardeur? Des papiers, avait-elle murmuré. Des papiers pour lesquels on serait prêt à mourir? Il détourna les yeux vers la fenêtre. Dehors, le vent hurlait encore, ensevelissant toute trace du monde au-delà de la cabane. Ici, ils étaient seuls, un montagnard taciturne, une étrangère au passé trouble, et un chien au regard fidèle. Et pendant un instant, Caleb sentit que ce refuge perdu dans la neige n'était plus seulement un abri contre le froid, mais le seuil d'une histoire bien plus vaste, une histoire qu'il n'avait jamais voulu écrire, mais qui venait, inévitablement, de commencer. Le secret de la montagne. Je dois atteindre Riverdale au plus vite, déclara Helena d'une voix ferme. Caleb leva les yeux de la carte étalée sur la table. Riverdale est à 40 milles au nord-ouest, de l'autre côté de la chaîne. En cette saison, aucun passage n'est praticable, à moins que vous ne teniez à mourir en route. La franchise abrupte du montagnard sembla là. Désarçonnée. Ses lèvres tremblèrent, mais elle ne répondit pas. Même avec de l'équipement et une parfaite connaissance du terrain, traverser l'hiver ici, c'est de la folie, ajouta-t-il d'un ton plus doux. Sans ça, c'est du suicide. Helena baissa les yeux. Ses doigts, tremblants, effleurèrent machinalement le contour d'un objet dissimulé dans sa sacoche. Un silence tendu s'installa. Rompu seulement par le feu qui craquait dans l'âtre. Timber, le chien, poussa un léger gémissement et posa son museau contre la main de la jeune femme. À la surprise de Caleb, elle esquissa un geste tendre, lui caressant la tête derrière les oreilles. Le chien ferma les yeux, émettant un grondement de contentement. Il vous aime bien, observa Caleb. C'est rare. Un mince sourire effleura les lèvres d'Helena. J'ai toujours eu plus de facilité avec les chiens qu'avec les hommes. Mais le sourire s'effaça aussitôt. Elle releva les yeux vers lui, sérieuse. Monsieur Turner. Caleb. Corrigea-t-il doucement. Caleb. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait, vraiment. Mais, quelqu'un d'autre sait-il que je suis ici? La question, posée avec une prudence glaciale, confirma ses soupçons. Elle ne courait pas vers quelque chose à Riverdale, elle fuyait quelqu'un. Il n'y a que moi et Timber, répondit-il calmement. Les voisins les plus proches sont à 12
1000, en contrebas. Pas de ligne téléphonique ici, juste une radio pour les bulletins météo et les urgences. Les traits d'Elena se détendirent légèrement. C'est bien, c'est très bien. Caleb ne dit rien de plus, mais la vérité s'imposait entre eux comme une ombre, elle mentait. Ou, du moins, elle taisait une partie essentielle de son histoire. Et ce qu'elle fuyait était suffisamment grave pour que l'isolement habituellement un fardeau devienne, pour elle, une bénédiction. Dehors, le vent hurlait contre les vitres, sifflant comme une mise en garde. Dedans. Un autre genre de tempête prenait forme silencieuse, mais tout aussi dangereuse. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine fragile. Faite de précautions et de non-dits. 3 jours où le rythme étrange de la cohabitation s'installa entre ces deux inconnus forcés de partager un abri. Elena reprenait lentement des forces. Les engelures à ses doigts et à ses orteils guérissaient sous les soins attentifs de Caleb, qui préparait pour elle des cataplasmes d'herbe et de l'eau tiède avec la patience d'un homme habitué à réparer ce qui peut encore l'être. Elle portait désormais ses vêtements et une chemise trop large, un pantalon retenu par une corde, des manches roulées jusqu'au coude. Malgré la maladresse de l'ensemble, il y avait dans sa silhouette quelque chose de presque touchant, comme une survivante revenue de très loin. Mais, quoi qu'elle fasse, la sacoche ne la quittait jamais. Elle la gardait près d'elle, même en dormant. Le matin du 4e jour, Caleb se leva avant l'aube comme à son habitude. Il remit du bois sur les braises et alluma la vieille radio militaire de son père. Un antique appareil acheté autrefois lors d'une vente de surplus. Les grésillements familiers remplirent la cabane, suivis d'une voix monocorde de présentateur. Poursuivons notre couverture de l'incident de la diligence près de Widows Ridge. Le véhicule du Crestview Heritage Tour, porté disparu depuis 3 jours, a été retrouvé hier par les équipes de secours. Selon le shérif MC Ferson, tout indique qu'il s'agirait d'un vol à main armée. Caleb leva les yeux vers le lit où dormait encore Elena. Il baissa le volume. Le conducteur a été retrouvé mort, abattu par balle. 2 passagers ont été identifiés parmi les victimes. Une 3e passagère, mademoiselle Elena Costello, reste introuvable. Le shérif déclare qu'elle pourrait détenir des informations cruciales sur les auteurs présumés. Toute personne ayant connaissance de son emplacement est priée de contacter les autorités. Le doigt de Caleb demeura figé sur le cadran. Elena Costello. Sa mystérieuse invitée avait désormais un nom et une importance capitale dans une affaire de meurtre. Les recherches reprendront dès demain, la tempête étant sur le point de faiblir. Le présentateur poursuivit, mais Caleb n'écoutait plus. Les mots se perdaient dans le bourdonnement du feu. Il songeait aux implications. Elle ne lui avait pas tout dit, c'était certain. Mais un vol et 3 morts? Était-elle témoin? Victime? Ou bien complice? Depuis combien de temps le savez-vous? La voix, calme mais tranchante, le fit sursauter. Elena se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une chemise à carreaux qui semblait presque flotter autour d'elle. Ses cheveux défaits encadraient un visage pâle où l'insomnie avait creusé des cernes sombres. Elle n'avait pas dormi. À l'instant, répondit Caleb honnêtement. J'ai entendu votre nom à la radio. Ils disent qu'il y a eu un vol. Elle détourna les yeux, les épaules légèrement affaissées. Ils appellent ça un vol, ce n'en était pas un. Alors, c'était quoi? Elle s'approcha de la fenêtre, observant les flocons qui tombaient encore, plus légers, dans la lumière froide de l'aube. Une exécution, murmura-t-elle. Un long silence suivit. Caleb remua le feu avec application, sans la quitter des yeux. Il savait, par expérience, que le silence était parfois plus efficace que 1000 questions. Je n'aurais jamais dû être dans cette diligence, reprit-elle enfin. Changement de plan, de dernière minute. Personne ne savait que j'avais pris ce trajet, sauf elle. S'interrompit, secouant la tête. Peu importe. 3 personnes sont mortes, fit remarquer Caleb d'une voix égale. Et le shérif vous cherche. Vous avez amené leurs ennuis ici, dans ma maison. Le regard d'Elena se durcit. Je ne vous ai jamais demandé de me sauver. Non, mais c'est fait, répliqua-t-il. Et maintenant, la vérité nous servira à tous les deux. Elle hésita, le jaugeant. Puis, lentement, elle attrapa sa sacoche.
Ses doigts en sortirent une chemise cartonnée. Je suis secrétaire juridique au cabinet Arrow, Webster et Fils, à Denver. Il y a 3 semaines. Je classais des dossiers concernant un litige foncier quand j'ai trouvé ceci dans les archives. Elle lui tendit plusieurs feuilles, actes de propriété, relevés bancaires, correspondance. Officiel. Caleb lut difficilement, mais les montants inscrits parlaient d'eux-mêmes. Le juge Blackwood et le shérif MC Ferson orchestrent depuis des années des saisies frauduleuses dans tout le comté, expliqua-t-elle. Ils ciblent les terres des familles âgées, des fermiers isolés. Ils inventent de fausses dettes fiscales, saisissent les biens pour une bouchée de pain, puis les revendent à des compagnies minières et forestières. Des millions de dollars, blanchis par des sociétés écrans. Caleb serra les mâchoires. Ces montagnes ont des concessions minières depuis 3 générations. Oui, et c'est précisément ce qui les rend si faciles à exploiter. Beaucoup de propriétaires sont morts, ou partis. D'autres sont trop vieux pour se défendre. La voix d'Helena se fit vibrante. Presque tremblante de colère. En 5 ans, ils ont volé plus de 30 propriétés. Et ces documents, elle tapota la chemise, c'est la preuve qu'il faut pour déclencher une enquête fédérale. Je devais remettre tout ça au procureur de Riverdale. Tout s'emboîta dans l'esprit de Caleb avec une clarté douloureuse. Et la diligence? Ce n'était pas un vol, répéta-t-elle, la gorge serrée. Ils savaient que j'avais les documents. Ils nous ont interceptés en plein passage. Les hommes portaient des uniformes de shérif. J'ai reconnu la voix de MC Ferson. Ses mains tremblaient. Ils ont tiré sans sommation. J'ai eu de la chance. J'étais tombé derrière un siège, ils ne m'ont pas vu. Quand tout s'est arrêté, j'ai couru jusqu'à perdre haleine, jusqu'à ne plus entendre les coups de feu. Caleb resta longtemps silencieux. La flamme du poêle projetait sur leur visage des reflets mouvants, comme si le feu lui-même écoutait. Si vous dites vrai, murmura-t-il enfin, le même homme qui dirige la recherche a organisé le massacre. Helena acquiesça. Ses yeux brillaient d'une lueur d'épuisement et de peur mêlée. Caleb baissa le regard vers les papiers, puis vers la fenêtre où la neige continuait de tomber. Ces montagnes, dit-il lentement, c'est tout ce qu'il me reste. Mon père, et son père avant lui, ont travaillé cette terre à la sueur du front. Personne n'a le droit de les voler. Un frémissement traversa les traits d'Helena, quelque chose entre le soulagement et la gratitude. Pour la première fois depuis son arrivée. Elle ne paraissait plus seule. Ce matin-là, le vent cessa un instant, comme pour écouter le raccord tacite. La tempête s'éloignait, mais une autre, plus silencieuse, se préparait à naître dans ces montagnes, celle de la vérité. Car, dès que les nuages se dissiperaient, les hommes du shérif commenceraient leur recherche et cette fois. Caleb Turner, vétéran des Rocheuses, savait qu'il devrait choisir entre la loi des hommes et la justice du cœur. Et, dans le coin de la cabane, Timber, le chien, leva la tête. Ses oreilles frémirent. Comme s'il pressentait que quelque chose venait de changer. Quelque chose d'irréversible. La radio grésillait dans un coin de la pièce, émettant un souffle régulier, comme si elle cherchait désespérément à maintenir un lien fragile avec un monde lointain, soudain redevenu proche. Quelqu'un est passé ici, murmura Caleb en refermant la porte derrière lui. Il secoua la neige de ses bottes, s'approcha de la table et y posa un objet minuscule mais lourd de sens, une douille de laiton. J'ai trouvé ça près du tas de bois, au nord. Helena sentit son cœur se serrer. Elle porta instinctivement la main à son sac en bandoulière, celui qu'elle gardait toujours à portée, comme s'il contenait sa vie entière. Le blizzard n'est pas totalement dissipé, dit-elle. La voix tendue, mais on voit mieux qu'hier soir. Caleb tourna la douille entre ses doigts, son expression se durcissant. Carabine de chasse, calibre .30-06. Modèle standard du bureau du shérif du comté. Comment le sais-tu? Mon père était adjoint du shérif, avant de venir s'installer ici, expliqua-t-il. À une époque où le badge signifiait encore quelque chose. Il glissa la douille dans sa poche. Une seule paire d'empreintes. Un homme. Probablement un éclaireur. Il marqua une pause. La neige a recouvert la plupart des traces, mais elles datent de moins de 12 heures. Helena sentit ses doigts trembler. Ils savent que je suis ici. Pas forcément,
répondit Caleb. Ils inspectent toutes les cabanes, tous les abris. C'est la procédure. Mais ils reviendront. Son ton, grave et posé, n'inspirait guère de réconfort. Et cette fois, ils ne seront pas seuls. 5 jours de cohabitation forcée avaient effacé bien des silences entre eux. La méfiance initiale avait laissé place à une étrange solidarité. Helena lui avait confié davantage, les documents qu'elle transportait révélaient un réseau de corruption impliquant un juge, le shérif, et plusieurs promoteurs immobiliers. Ensemble, ils volaient les terres des familles rurales en falsifiant des registres fiscaux et en inventant de fausses infractions environnementales. Près de 30 familles avaient déjà perdu leurs propriétés ancestrales. Combien de temps jusqu'à la prochaine cabane sûre, demanda-t-elle, rassemblant déjà ses affaires. 8 miles vers le sud, répondit Caleb. Un ancien poste de garde-feu. Il déplia la carte de son père, marquée de son écriture effacée par les ans. Elle est encore équipée, et seuls quelques anciens des services forestiers connaissent son existence. Peut-on y arriver avant la nuit? Si on part dans l'heure. La tempête se calme, mais la neige est épaisse. On avancera lentement. Helena hocha la tête, le regard ferme. Je t'ai déjà causé assez. D'ennui, je peux. Hors de question, coupa Caleb d'une voix qui n'admettait pas la discussion. Ces montagnes ne pardonnent pas l'imprudence. Il vérifia son fusil, introduisant les cartouches avec des gestes précis, presque rituels. Et puis, ajouta-t-il, ce n'est plus seulement ton problème. Que veux-tu dire? Caleb désigna la carte, le doigt posé sur un petit carré noté, Turner Property. Les documents que tu transportes mentionnent ma terre. Il compte aussi me la prendre. Une lueur de compréhension passa dans les yeux d'Helena. La clause du propriétaire manquant. Les biens dont les taxes sont payées, mais dont le propriétaire n'a pas été vu depuis 5 ans. Caleb hocha lentement la tête. Mon père s'occupait des papiers avant sa mort. Depuis, je descends rarement en ville. Sur le papier, ma terre paraît abandonnée. Mais c'est absurde, protesta-t-elle. Tu vis ici. La loi ne protège que ceux qui ont la conscience propre, répondit-il sombrement. Il consulta sa montre à gousset, celle de son père, toujours précise. Prends seulement le strict nécessaire, nourriture, eau, vêtements de rechange. Tout ce qui peut t'identifier reste ici. Pendant qu'Helena préparait son sac, Caleb s'affairait avec l'efficacité d'un homme habitué à survivre. Il rangea dans ses poches des cartouches supplémentaires, un petit nécessaire à feu. Un peu de viande séchée, du fromage dur et du pain plat enveloppé dans une peau huilée. Il ajouta une trousse de premier secours, un petit étui contenant des herbes médicinales séchées. Puis il contempla les objets qu'il laissait derrière lui, outils, livres, souvenirs, tout un héritage taillé de ses propres mains et celles de son père. S'il trouvait la cabane, il brûlerait tout. Cette idée lui serra la poitrine. Ce refuge n'était pas seulement du bois et de la pierre, c'était la mémoire d'une lignée. Et il ne laisserait pas les hommes de MC faire sans le détruire. Prête? Helena portait un manteau de laine trouvé dans un vieux coffre, ses pieds chaussés de bottes trop grandes mais garnies de chaussettes épaisses. Le foulard bleu de Caleb, celui qu'il tenait de sa mère, entourait son cou. Avant de partir, Caleb s'accroupit devant Timber. Le chien, fidèle et silencieux, suivit chaque geste. Caleb lui fit une série de signes précis. Rester caché dans la cave, ne pas aboyer, ne sortir qu'après 3 jours si son maître ne revenait pas. Un mécanisme simple lui permettrait alors de s'échapper pour survivre. Il caressa sa tête. Bonne chance, vieux frère. Puis il souleva une planche sous son lit. Dans la cache, il prit un petit revolver. Celui de mon père, dit-il en le tendant à Helena. Tu sais t'en servir? Elle le prit sans hésiter. Mon père m'a appris avant sa mort. Caleb acquiesça, rassuré. Alors on reste ensemble. Discrètement. Suis mon pas. À travers la fenêtre, le ciel pâlissait. La fenêtre de la tempête se refermera bientôt. Il faut être loin avant qu'ils y voient clair. Ils quittèrent la cabane par la porte arrière, leurs silhouettes se fondant dans la blancheur du matin. Caleb jeta un dernier regard à la maison, la cheminée muette, la vieille barrière à moitié enfouie sous la neige.
C'était tout ce qu'il avait jamais connu. Peut-être la dernière fois qu'il la verrait debout. Mais les hommes qui les traquaient ignoraient une chose, les sentiers secrets de son père. Ils marchèrent en silence, glissant entre les pins comme des ombres. Leurs pas crissaient. Dans la neige, seul son brisant le calme du matin. Leur souffle formait de petits nuages qui se dissipaient aussitôt dans l'air gelé. 3 heures passèrent. Encore combien de temps, demanda Helena, la voix haletante. Caleb s'arrêta devant un grand pin. À première vue, il n'avait rien de particulier. Pourtant, sa main trouva une marque discrète, 3 entailles obliques. Fines comme des griffures d'oiseaux. Environ 4 miles, murmura-t-il. Tu suis les marques de ton père? Oui. De vieux sentiers de chasse, absents des cartes officielles. Un léger sourire effleura ses lèvres. Il n'avait pas prévu ce genre de situation, mais il aimait avoir des chemins à lui. Ils poursuivirent leur route. Parfois, Caleb changeait de direction après avoir remarqué une pierre empilée d'une manière trop régulière pour être naturelle, ou une branche pliée à angle précis. Tout un langage secret de la montagne. Soudain, il leva la main. Arrête-toi. Helena s'immobilisa. Là-bas, sur une crête, 3 silhouettes se découpaient dans la blancheur. Les hommes du shérif, souffla-t-elle, terrifiés. Caleb la tira derrière un sapin massif. Ils fouillent en ligne. Du nord vers le sud. Vont-ils croiser notre chemin? Pas s'ils suivent les pistes connues. Nous, on reste hors carte. Il observa les hommes à la jumelle, méthode, discipline, précision militaire. MC Ferson ne laisse rien au hasard, murmura-t-il. Ils restèrent immobiles jusqu'à ce que les silhouettes disparaissent derrière une colline. Puis ils reprirent la marche. Plus prudents que jamais. Le terrain se fit plus escarpé, pentes abruptes, ravins étroits, roches dressées comme des tours. Le décor devenait hostile, parfait pour se cacher, ou se faire piéger. Mes jambes sont en plomb, avoua Helena, haletante. Malgré sa fatigue, elle n'avait pas ralenti. Caleb lui tendit un morceau de viande séchée. Tiens. Mange. Il faut tenir. Elle hocha la tête, acceptant la ration. Le goût salé, amer, lui rappela qu'elle était toujours vivante. Caleb, lui, observait la montagne avec la vigilance d'un animal traqué. Il connaissait chaque colline, chaque arbre, chaque détour. Mais cette fois, il ne se battait pas seulement pour sa survie. Il protégeait une vérité, une femme, et la mémoire d'un père qui lui avait appris qu'il existe une frontière plus haute encore que toutes les montagnes, celle de l'honneur. Le refuge de la ligne oubliée. Combien de fois avez-vous parcouru ces sentiers avec votre père? Demanda Helena. La voix à demi couverte par le vent. Chaque saison, répondit Caleb sans hésiter. Il me montrait les repères, m'obligeait à les mémoriser. Il disait, un jour, tu devras peut-être retrouver ton chemin quand je ne pourrai plus te guider. Il eut un léger sourire, empreint d'une nostalgie lourde. Il semblait être un bon père, murmura-t-elle. Le meilleur. Il m'a tout appris de ce qui compte vraiment, ajouta Caleb d'une voix basse, comme s'il parlait à la montagne elle-même. Tandis qu'il partageait un repas frugal à l'abri d'un rocher, Helena l'observait avec une curiosité nouvelle. Il y avait dans cet homme une force tranquille, forgée dans la solitude et le souvenir. Pourquoi a-t-il quitté le service du shérif? Demanda-t-elle enfin. Caleb resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis, il resserra les sangles de son sac et se redressa. MC Ferson a rejoint la brigade, dit-il enfin. Mon père a tout de suite vu quel genre d'homme c'était. La corruption a commencé discrète, des infractions oubliées pour des amis, des pressions sur les commerçants pour des faveurs. Mon père a refusé d'en être complice. Son visage se durcit. Quand il a menacé de tout révéler, il y a eu un accident pendant une patrouille. Il a failli y rester. Je suis désolé, murmura Helena. Au lieu de se battre, il a préféré s'éloigner. Il m'a emmené ici, loin des hommes comme MC Ferson. Caleb balaya du regard les sapins, les ombres mouvantes du crépuscule. Aujourd'hui je comprends, dit-il doucement. Il ne fuyait pas.
Ils protégeaient ce qui comptait le plus. Ils reprirent la marche. Le sentier s'élevait, traçant une cicatrice blanche sur la pente. Helena trébuchait parfois, mais acceptait sans un mot la main que Caleb lui tendait. Entre eux, la méfiance du départ avait disparu. Restait une solidarité née du danger et du froid. Lorsque le soleil commença à décliner, ils débouchèrent sur un plateau d'où s'ouvrait un panorama vertigineux, la chaîne des montagnes s'étendait à perte de vue, drapée d'or et de neige. Là-bas, dit Caleb en désignant du doigt une forme à peine discernable. Dans la brume. Helena plissa les yeux. Contre la falaise, dissimulée entre les pins, se devinait une petite cabane. C'est la Line Shack, expliqua-t-il. Un ancien refuge du service forestier. On peut l'atteindre avant la nuit. Je serais passé devant sans la voir, murmura-t-elle. C'était le but. Construite pour se fondre dans le décor. Refuge d'urgence, pas maison de vacances. Ils entamèrent la descente. Le vent s'était levé, soulevant la neige en nuages étincelants. En chemin, Caleb s'arrêta devant un tronc marqué d'un profond coup de hache. C'est la marque de mon père, dit-il, posant la main sur le bois gelé. Elle signifie « endroit sûr ». Helena esquissa un sourire. Ironique, non. La sécurité n'a plus vraiment le même sens, ici. Non. Mais c'est encore le seul endroit où ces repères me guident. En approchant de la cabane, Caleb sentit une certitude familière remplacer la tension du jour. Tout ce que son père lui avait transmis et les signes. Les sentiers, les gestes prenaient sens. Son savoir était devenu une carte secrète, invisible à ceux qui voyaient la forêt seulement comme un territoire à exploiter. Votre père serait fier de vous. Aujourd'hui, dit doucement Helena. Caleb ne répondit pas, mais son pas se fit plus sûr. La cabane, vue de près, paraissait minuscule. Une seule pièce. Bâtie de rondins grossiers noircis par le temps, son toit penché percé d'un tuyau de poils rouillés. La nature avait commencé à la reprendre, la mousse serpentait entre les interstices du bois. Et de jeunes pousses forçaient les pierres de la fondation. Pas vraiment le Ritz, fit remarquer Helena avec un demi-sourire. Mieux que de dormir dehors, répondit Caleb en s'acharnant sur le cadenas gelé. Le verrou finit par céder dans un cri métallique. À l'intérieur, la lumière du soir traversait la poussière suspendue, dessinant des rayons dorés. Tout semblait figé dans le temps. Un poêle en fonte, des étagères chargées de vieilles conserves cabossées, un lit étroit, un bureau couvert de toiles d'araignée, 2 chaises bancales. Caleb se mit immédiatement au travail. Inspectant le conduit du poêle, vérifiant chaque joint. Bientôt, une flamme vive s'éleva, réchauffant l'air glacé. Pendant ce temps, Helena explorait le refuge. Elle ouvrit un tiroir du bureau et en sortit un objet terni. « Regardez ça », dit-elle en lui montrant une vieille plaque métallique. « Service forestier », lut-elle à voix haute. Caleb la prit dans sa main calleuse. Elle appartenait à Marcus Williams, un ami de mon père. C'était un bon homme. Il s'est opposé à la première vague de développement il y a 20 ans. Il voulait protéger ses terres. Et qu'est-il devenu? Muté. Officiellement. En réalité, écarté pour avoir fait trop bien son travail. Mon père n'a jamais cru à la version officielle. Il reposa la plaque sur le bureau, comme une relique. Ces montagnes ont perdu plus d'un défenseur, dit-il pensivement. Peu à peu, la chaleur emplit la pièce. Le feu craquait doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs. Ils firent l'inventaire des provisions, certaines conserves étaient inutilisables, mais les vivres secs tenaient encore. Dans un coffre, Caleb trouva des allumettes étanches, des couvertures. Une lampe à huile, une trousse de secours. On peut rester ici un jour ou deux, conclut-il en versant de l'eau dans la bouilloire. Et après, demanda Helena. Quand la tempête sera passée. La visibilité reviendra. Et eux aussi. Elle posa son sac sur la table, en sortit une pile de documents soigneusement protégés. Le papier crissait sous ses doigts. D'après ses dossiers. MC Fersonson et le juge Blackwood prévoient 3 nouvelles acquisitions ce mois-ci. Dont à cabane, Caleb. Il se pencha sur la carte qu'elle déplia, où plusieurs points rouges encerclaient les zones isolées de la région. Ils avancent méthodiquement, observa-t-il.
Commence par les propriétés les plus reculées. Moins de témoins, moins de résistance. Quand les gens se réveilleront, il sera trop tard, le juge aura déjà ses précédents juridiques. Elena tria les papiers avec la précision d'une femme habituée aux dossiers légaux. C'est une stratégie de prédateur, dit-elle. Caleb hocha la tête. Combien de miles jusqu'à Riverdale? 25 à vol d'oiseau. Beaucoup plus par les sentiers. Elena soupira. Trop loin sans préparation. Et leurs hommes entrenoués. Là-bas. Caleb servit le thé dans 2 tasses en étain. Alors il faut autre chose qu'une fuite. Il nous faut un plan. Un silence dense s'installa, rythmé par le souffle du poêle et le gémissement du vent. Dehors, la nuit étendait son manteau sur la montagne. Elena parla la première, la voix basse. Le procureur que je cherchais à contacter s'appelle Frank Donovan. Il enquête depuis des mois sur la corruption dans plusieurs comtés. Ces documents lui donneraient enfin de quoi agir contre MC Fersonson et Blackwood. Et tu penses qu'on peut lui faire confiance? Il a fait condamner son propre beau-frère pour un réseau de détournements similaires, répondit-elle. 15 ans de prison. C'est un homme droit. Mais l'atteindre, c'est le problème. Caleb se leva et alla à la fenêtre. Dehors, tout était argenté par la lune. Pas une lumière, pas un bruit. Il y a bien un moyen, dit-il après un moment. Une cabane de chasse, à 10 miles d'ici. Elle appartient à Henry Jenkins. Il a un poste radio assez puissant pour atteindre Riverdale. Le voisin dont vous avez parlé? Oui. Ancien de la police d'État. Retraité depuis 15 ans. Il déteste MC Fersonson autant que moi. Caleb se retourna vers elle. Le feu faisait luire ses traits marqués, ses yeux couleur d'acier. Si on veut que la vérité sorte, c'est notre meilleure chance. Elena rangea lentement les documents dans sa sacoche. Alors il faut y aller demain à l'aube. Il acquiesça. Dehors, la tempête s'était enfin tue. Le silence qui suivit était celui, rare et solennel, d'un monde encore suspendu entre la peur et l'espérance. Ils restèrent là un long moment, à écouter le feu mourir doucement. 2 êtres que tout séparait, le montagnard et la fugitive unis désormais par un même serment tacite. Protéger ce que d'autres avaient trahi. Et quelque part, au-delà des crêtes, la lune éclairait la marque d'une hache sur un vieux pin, le dernier message d'un père à son fils. Ici commence le territoire de ceux qui n'abandonnent pas. Sous la clarté vacillante de la lampe à huile, Caleb fixait la carte grossière qu'il venait d'esquisser sur le bureau couvert de poussière. Si nous pouvons atteindre Jenkins, dit-il d'une voix basse mais résolue, nous pourrons peut-être contacter ton procureur sans tomber dans une embuscade. Une lueur d'espoir traversa le visage épuisé d'Elena. Tu crois qu'il nous aidera? Difficile à dire. C'est un homme discret. Il ne s'occupe plus des affaires du comté. Caleb reprit place sur la chaise branlante. Mais il respecte la loi, la vraie, celle qui protège plutôt qu'elle ne domine. Et il respectait mon père. Elena rangea soigneusement les documents dans son sac en cuir, ses doigts tremblants de fatigue. Alors ça vaut la peine d'essayer. Quel est le meilleur itinéraire? Caleb traça du bout du crayon une ligne sinueuse sur le bois du bureau. On suit le ruisseau de Cottonwood vers le nord sur environ 7000. Ensuite, on bifurque vers l'ouest à travers le col de Morgan. Le terrain est difficile, mais peu surveillé. Et quand partons-nous? À l'aube. Il nous faudra toute la journée pour atteindre Jenkins avant la nuit. Il ajouta une bûche au poêle, dont le feu projetait sur les murs des ombres dansantes. Repose-toi. Demain nous mettra à l'épreuve, toi comme moi. Elena s'allongea sur la paillasse étroite, le sac serré contre elle. Caleb resta debout, observant par la fenêtre le monde figé sous la lune. La montagne paraissait paisible, presque bienveillante. Mais il savait que, quelque part dans ces bois, des hommes les traquaient. Des hommes qui avaient souillé l'insigne qu'ils portaient jadis avec fierté, transformant la devise protégée et servir en un prétexte pour dominer et corrompre. Il fit tourner dans sa main la vieille plaque de garde forestier de son père, ternie par le temps. Les lettres gravées sur le métal luisaient faiblement. Prendre soin de la terre et servir les gens. Certaines promesses, songea-t-il, survivaient aux hommes.
L'aube arriva tranchante comme une lame. Le ciel, d'un bleu pur, s'étendait au-dessus des pins chargés de neige. Caleb se leva d'un bond, éveillé d'instinct, le corps rompu à ses réveils de montagne. Helena dormait encore, paisible, ses traits adoucis par la lumière naissante. En préparant un maigre petit déjeuner, il remarqua une petite boîte métallique coincée derrière le poêle. À l'intérieur, quelques allumettes. Un crayon usé, un couteau pliant au bout cassé, et une photographie abîmée par l'humidité. 4 hommes y posaient devant cette même cabane, bras sur les épaules, souriant sous leur casquette de Rangers. Caleb reconnut aussitôt son père, Samuel Turner, une trentaine d'années, barbe encore brune, le regard franc et rieur. À ses côtés, Marcus Williams, celui dont ils avaient retrouvé l'insigne la veille. Puis un Henry Jenkins plus jeune, le dos droit comme un soldat en parade. Mais c'est le 4e visage qui serra le cœur de Caleb, un MC Ferson juvénile, hilar. Bien loin du shérif au regard dur qui les chassait désormais. Avant que l'ambition et la cupidité ne le transforment. Qui sont-ils? Demanda Helena, qui s'était approchée sans bruit. Caleb lui tendit la photo sans un mot et se remit à préparer le café. C'est mon père, répondit-il enfin. À côté de lui, Jenkins, celui qu'on cherche. Et MC Ferson, avant qu'il ne devienne shérif. Helena leva brusquement les yeux. MC Ferson faisait partie du service forestier? Oui. Il y a environ 25 ans. Mon père ne parlait jamais de cette époque. Elle observa la photo. Avec une mélancolie silencieuse. Ils avaient l'air amis. Les temps changent. Les gens aussi, murmura Caleb. Pas toujours pour le mieux, ajouta-t-elle en refermant la boîte. Ils mangèrent. Rapidement, conscients que la lumière du jour, nécessaire à leur progression, les rendait aussi vulnérables. Helena, désormais plus sûre d'elle, rangea ses affaires avec méthode. On suit le ruisseau, confirma TL. Oui. L'eau choisit toujours le chemin le plus facile, un bon guide en montagne, sauf si ceux qui nous traquent connaissent le même principe. Caleb esquissa un sourire amer. C'est pourquoi nous ne le suivrons que sur les premiers kilomètres. Ensuite, nous grimperons vers le col de Morgan. Là, ils ne s'attendront pas à nous trouver. Tu sembles avoir déjà fait ça. Fuir? Non. Mais mon père m'a appris à disparaître ici, si un jour c'était nécessaire. Ils quittèrent la cabane sans rien laisser derrière eux. Les montagnes gardent tes secrets. Disait toujours son père, à condition que tu les respectes. Le sentier le long du ruisseau s'étirait dans un silence presque sacré. Le monde semblait lavé. Figé dans une pureté cristalline. Seul le murmure de l'eau, coulant sous la glace partielle, rompait la quiétude. Caleb avançait d'un pas sûr, ajustant le rythme pour ne pas épuiser Helena. Ses jours osis par le froid trahissaient à la fois la fatigue et la détermination. « Parle-moi de Jenkins » demanda-t-elle pendant une pause, soufflant dans ses gants pour se réchauffer. « Tu penses vraiment qu'il nous aidera ?» Jenkins a son propre code. Strict, mais juste. Il s'est tenu à l'écart de la politique du comté depuis sa retraite. Mais c'était le plus proche ami de mon père. Et tu n'en es pas certain? Non. Je ne l'ai pas vu depuis 2 ans. Elle hocha la tête, pensive. Et s'il nous repousse? Alors nous trouverons un autre moyen de joindre le procureur. Jenkins est notre meilleure chance, pas la seule. Ils reprirent la marche, grimpant lentement à mesure que le ruisseau se rétrécissait. Vers midi, ils avaient couvert près de 8 km 1. Exploit vu la neige épaisse. Soudain, Caleb leva la main, s'accroupissant brusquement. Qu'y a-t-il? Chuchota Helena. Un reflet, du verre, peut-être des jumelles, ou une lunette. Là-bas? Sur la crête. Ils restèrent immobiles derrière un tronc tombé, le souffle suspendu. Au bout de longues minutes, 2 silhouettes se découpèrent brièvement à contre-jour, avançant sur la ligne de crête vers le nord. Des hommes du shérif, dit Caleb. Ils ne nous ont pas vus. On fait demi-tour? Non. Ils s'éloignent de Jenkins. Tant mieux, ils chercheront du mauvais côté. Helena comprit aussitôt les implications. Alors ils sont entre nous et ta cabane.
Nous ne pourrions plus y retourner même si nous le voulions. Exactement. Notre seule voie, c'est en avant. Il l'aida à se relever. Nous devons atteindre le col avant la nuit. Leur progression devint plus ardue à mesure que le chemin se rétrécissait. Le col de Morgan méritait sa réputation, 2 murailles de pierre se dressaient de part et d'autre, formant un goulet étroit où le vent s'engouffrait avec des hurlements d'orgue. Des tourbillons de neige fouettaient leurs visages, griffant la peau comme des aiguilles. « Combien encore » cria Helena à travers le vacarme. 2000 jusqu'à la sortie du col. Puis 3 jusqu'à la cabane de Jenkins. Il lui tendit la main pour l'aider à franchir une dalle verglacée. Le soleil déclinait déjà, et ce qui devait être une journée de marche devenait une course contre la nuit. « Nous devons trouver un abri avant l'obscurité, » dit Caleb en scrutant le ciel gris qui s'épaississait. Marcher dans ces conditions serait du suicide. Helena acquiesça, les traits durcis par le froid. Et la fatigue. Ses vêtements d'origine, élégants mais inadaptés, avaient depuis longtemps cédé la place à des couches de laine et de toile empruntées à Caleb. Ses mains, écorchées et calleuses, témoignaient du chemin parcouru. Lorsqu'ils atteignirent un petit plateau, le vent tomba brusquement. Caleb leva la main, les sens en alerte. « Attends » murmura-t-il. Devant eux, la neige était piétinée. Un campement abandonné se dessinait sous un surplomb rocheux, des braises rougeoyaient encore dans un feu mourant, un gobelet métallique fumait légèrement. Quelqu'un était ici. Récemment. Il s'accroupit, examinant les traces, 3 paires de bottes. 2 allaient vers l'ouest la direction de Jenkins, une 3e revenait vers l'est. Helena resta en arrière. Comme il le lui avait appris. Les hommes du shérif ? Probable. En fouillant les cendres, Caleb aperçut un papier partiellement brûlé. Il le tira délicatement des flammes mourantes. C'était une carte dessinée à la main, grossière mais précise, représentant les versants environnants. Des croix rouges marquaient plusieurs points déjà fouillés. D'autres, encerclés, indiquaient les prochaines zones de recherche. Et autour d'un emplacement, un cercle plus large, accompagné d'une note au crayon gras. Cabane de Jenkins à vérifier de nouveau. Priorité. Caleb sentit le froid lui pénétrer jusqu'aux os et ce n'était plus seulement celui de la montagne. Jenkins était désormais au centre de la chasse. Il rangea le papier dans sa poche et jeta un dernier regard vers les montagnes. La lune commençait à se lever, projetant une lumière blafarde sur la neige. Autour d'eux, la nature retenait son souffle. Leur seul espoir se trouvait désormais dans cette cabane isolée, à condition qu'ils y arrivent avant les autres. Il fouille méthodiquement, dit Caleb en montrant la carte à Helena. Le doigt tremblant sur le papier, il traça une ligne. Que le feu de leur lampe ne parvenait pas à sécher. Ils sont allés voir Jenkins. Le visage d'Helena se décomposa. Est-ce qu'ils l'ont trouvé? Est-ce qu'ils l'ont interrogé? On ne peut pas le savoir. Caleb plissa les yeux sur la carte, cherchant une logique dans les déplacements. Peut-être qu'ils ont découvert quelque chose de nouveau. Son expression se fit plus sombre. Ils utilisent ça. Cabane comme poste de base pour cette portion des recherches. La phrase tomba entre eux comme un poids concret, glacial. Leur meilleur espoir pour contacter le monde extérieur pour alerter un procureur, pour envoyer les preuves risquait désormais d'être le quartier général de ceux qui les traquaient. Que faire, murmura Helena, la fatigue faisant trembler sa voix. Caleb plia la carte et la glissa dans l'intérieur de son manteau comme s'il cachait un trésor fragile. On s'adapte, répondit-il simplement. Il y a une affût de chasse à environ 1 mile au nord. Ce n'est pas confortable. Mais ça nous protégera pour la nuit. Ils quittèrent leur camp et empruntèrent un détour réfléchi, effaçant leurs traces, se faufilant hors de l'itinéraire prévu pour brouiller la piste. Le paysage s'était transformé, l'air était devenu coupant, une haleine blanche à chaque respiration, et le monde semblait retenu, suspendu entre 2 respirations. Caleb s'éveilla le premier. Comme d'habitude, réglé sur la lumière plus que sur le sommeil. Helena sommeillait, la tête appuyée contre son épaule, ses traits apaisés d'une quiétude que le jour lui refusait. Il prit le temps d'un petit luxe de la regarder autrement qu'avec la peur ou la défiance. Pour un instant, elle n'était ni la femme qu'il avait trouvée à moitié morte dans la neige, ni la fugitive serrant des documents.
Dangereux, elle était simplement Elena, vulnérable et humaine. La nécessité le rappela à l'ordre, il la secoua doucement. « Il faut bouger bientôt, dit-il. » Ils déjeunèrent de la dernière maigre ration. Biscuits rassis, viande séchée, tout en Caleb décrivant son plan sur la carte souillée. La cabane de Jenkins se trouvait à environ 3 kilomètres vers le nord-ouest, perchée sur une légère éminence qui commandait la vallée. « Nous monterons par la crête, expliqua-t-il, en traçant sa route du doigt sur le papier. On observe d'abord. Savoir s'il est là, s'il est seul, s'il est surveillé, et si MC Fersonson et les siens font de ce lieu un poste. Ensuite on repart. » La descente fut plus douce que la journée précédente, des vieux bois offrant un couvert familier, des troncs moussus qui semblaient connaître leurs pas. Mais la facilité du terrain apporta sa propre menace, chaque pas pouvait être observé. Ils s'arrêtèrent pour remplir leur gourde à un ruisseau qui bruissait comme un fil fragile d'espoir. Alors que Caleb balayait l'horizon du regard, une tache sombre capta son attention à un mouvement, l'antithèse blanche de la neige, à une centaine de mètres en contrebas. Bas, souffla Théil, pressant Elena contre un tronc tombé. Une silhouette seule se frayait un chemin entre les arbres, méthodique, scrutant le sol, s'arrêtant pour observer le paysage. Ce n'était plus le grouillement désordonné d'adjoints locaux, ce type se mouvait avec la précision d'un professionnel. Pas des commissaires locaux, murmura Caleb. Une part de lui se raidit, MC Fersonson escalade les choses. Il fait appel à des ressources extérieures. Rester serait trahir la discrétion, reculer ouvrirait des traces trop évidentes. Il fallait une ruse. Je dois créer une diversion, décida Caleb, pressant son sac dans les mains d'Elena. Va vers le nord-ouest, reste dans les fourrés. Je te retrouve au pin foudroyé en crête. Elena serra la mâchoire, mais ne protesta pas. Je connais ces bois. Mieux qu'eux, dit-il, et sans attendre il fonça, glissant silencieusement dans le sous-bois comme un habitué des chemins cachés. Elena le regarda s'éloigner, son cœur battant une cadence précautionneuse. Caleb fit le tour du chercheur, observant sa technique, traqueur professionnel, pas un adjoint transformé en pisteur. Il repéra des signes sur son équipement et une posture militaire, une gestuelle qui parlait d'entraînement. Caleb décida alors. Il décrocha quelques branches lourdes d'un pin chargé de neige, provoquant un bruit sec qui roula comme un éboulement d'œufs poudreuse. L'homme pivota, la main déjà glissant vers son arme. Ce qui suivit fut brutal et rapide. Le pied du traqueur accrocha un sentier dissimulé, il dévala une pente courte et heurta une pierre cachée sous la neige. Le craquement de sa tête contre le roc résonna jusqu'aux oreilles de Caleb. Un silence lourd suivit. Caleb s'approcha à pas feutrés, carabine au poing. L'homme gisait. Inconscient, une tache sombre s'étalant sur la neige. Il respirait, mais profondément, et Caleb vérifia avec un mélange d'adrénaline et de scrupules. Il fouilla l'homme avec soin, radio réglée sur des fréquences inhabituelles, pistolet d'allure militaire, et surtout une paire de lunettes de vision nocturne. Ce n'était pas du matériel de police ordinaire. « Qui êtes-vous » murmura Caleb. Une étiquette sanglota sur la veste, PCG Security. Des mercenaires privés, semble à l'évidence. MC Fersonson avait recruté des chasseurs d'hommes professionnels. Malgré la gravité des faits, l'éthique montagnarde transmise par son père l'obligeait, il releva la tête blessée et glissa l'homme en position de récupération pour éviter tout étouffement. Il prit les lunettes et la radio et laissa l'autre au repos, la conscience tiraillée par le choix de l'abandon. Il rejoignit Elena au point de rendez-vous, ses découvertes en main. Ils échangèrent un regard qui n'avait pas besoin de mots. Ils avaient trouvé la preuve qu'on payait pour les retrouver, et non pas pour faire respecter la loi. La radio leur offrit un aperçu fugace, des communications codées, des coordonnées, des comptes rendus. Ce n'était pas seulement une chasse, c'était une opération. Utiliser des fonds du comté pour des mercenaires, observa Elena, le front plissé d'inquiétude, relève d'un délit flagrant. Encore plus de preuves à ajouter au dossier du procureur. Ces hommes ne seraient pas tenus par les mêmes règles que la police, ils opèrent sans réserve. Caleb hocha la tête. Si on parvient à joindre ton procureur, il faut ces éléments. Les risques venaient de s'enfoncer plus profondément dans le rouge, la situation n'était plus uniquement dangereuse. Elle était potentiellement mortelle.
Ils atteignirent finalement la crête qui dominait la propriété de Jenkins. La cabane apparut en contrebas une bâtisse solide de 2 étages, toit métallique. Large porche enveloppant. Une fine colonne de fumée montait, l'illusion d'un foyer chaleureux mais aussi d'un campement actif. 3 véhicules stationnaient dans la clairière, la vieille Ford de Jenkins, un SUV non marqué et une voiture du shérif. On dirait leur poste de commandement, souffla Caleb, sombre. Ils observèrent durant plus d'1 heure, planqués dans l'ombre des pins. L'activité en bas confirmait leurs pires soupçons, au moins 5 hommes allaient et venaient entre véhicules et hangars, coordonnés et efficaces. 2 portaient des uniformes officiels, les autres, en civil, avaient pourtant une tenue et une gestuelle qui trahissaient une formation militaire. Aucun signe de Jenkins. Il peut être à l'intérieur, dit Caleb en baissant les jumelles qu'il avait. Emprunté au sac d'Helena, ou il peut être ailleurs, ou il peut être une autre victime. La pensée de Jenkins, vieux compagnon de son père, le remplit d'une colère froide. Il était l'homme qui avait partagé leur table de Noël, le voisin qui connaissait leur joie et leur peine, l'imaginer soumis à la cruauté de ces hommes était intolérable. Ils firent le point sur la petite annexe derrière. La maison, l'atelier de Jenkins, lieu où il réparait tronçonneuses et motoneiges, avec une grande antenne qui s'élevait du toit et se raccordait peut-être à la radio qu'il cherchait. L'atelier semblait moins gardé que la demeure principale. Si on attend la nuit, on a une chance de pénétrer, souffla Caleb, en caressant les lunettes de vision nocturne qu'il avait récupérées. 12 heures, murmura Helena, l'angoisse montant. Et l'homme blessé aura été découvert. D'un autre côté, une attaque de jour contre des professionnels serait un suicide. Ils reculèrent dans le bois. Pour préparer une stratégie. La radio confisquée continuait à craqueler des fragments de langue codée, des repères de quadrillage, et des statuts. À la mi-après-midi, un mouvement. 3 véhicules prirent la route, ne laissant qu'un homme visible pour la garde. C'est notre fenêtre, dit Caleb en refermant son sac. Un garde, peut-être 2 à l'intérieur, des chances meilleures. Que plus tard. Ils s'approchèrent en utilisant les ondulations du terrain, chaque pas appris de son père, à la fois tactique et respectueux de la nature. Le soleil descendait bas, allongeant les ombres sur la neige. Caleb fit une dernière mise au point, je provoquerai une distraction à l'avant. Toi, tu fais le tour vers l'atelier. Rentre, barricade la porte. Si possible, rejoins-moi. Si tu ne peux pas, utilise le matériel de communication là-dedans. Contacte ton procureur. Sors ses preuves. Helena saisit son bras, ses doigts fermes contre la paume calleuse de Caleb. Son expression se fit tendre, comme si l'idée d'un dernier geste humain, au-delà de la fuite, la rassurait. C'était toujours la mission, dit-elle d'une voix basse. Les documents priment sur nous. Avant qu'elle ne puisse ajouter autre chose, Caleb disparaissait autour du coin de la maison. Helena se glissa vers l'atelier en retenant son souffle, ajustant chaque pas pour que la neige ne craque pas. Son cœur battait un tambour sourd dans sa poitrine, mais derrière ce rythme, une résolution brûlait. Tout dépendait de ce qui se trouvait derrière cette porte, un radio assez puissant pour prouver la collusion, des enregistrements, peut-être même des logs. Chaque seconde devenait un cheveu de fragile espoir. Et alors qu'elle s'approchait, le vent joua dans le fil de la cheminée, emportant avec lui l'odeur rassurante du bois brûlé et, dans son sillage, la promesse lancée d'un combat qui n'était plus seulement pour leur survie, mais pour la vérité. Le refuge sous la montagne. La détonation éclata sans avertissement, brisant le silence fragile du soir. Une rafale de coups de feu déchira l'air, suivie de l'explosion du générateur de la cabane. Des gerbes d'étincelles illuminèrent la neige, un nuage de fumée noire s'élevant comme un signal de guerre. Le garde, surpris, courut vers le vacarme, arme au poing, son attention totalement détournée. Profitant du chaos, Helena se glissa dans l'atelier sans être vue. L'endroit exhalait l'odeur familière du métal, de l'huile et du bois vieilli. Des outils alignés avec une précision militaire couvraient les murs. Au centre, un large établi croulait sous des projets mécaniques inachevés, pièces de moteur, lanternes démontées, ressorts, boulons, fragments de radios anciennes. Tout au fond, dans une lumière vacillante, reposait leur objectif, un vieil émetteur radio à lampe. Helena s'en approcha, le cœur battant, tendant la main vers les boutons lorsqu'un grincement derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna d'un geste vif,
brandissant le petit revolver que Caleb lui avait confié quelques jours plus tôt. « Je ne ferai pas ça, » dit une voix grave, usée par les années. Un vieil homme se tenait sur le seuil, barbe blanche, regard bleu perçant, un fusil appuyé nonchalamment contre son épaule, mais tenu avec la confiance d'un homme qui savait s'en servir. « M. Jenkins, » murmura-t-elle, abaissant légèrement son arme. « Dépend de qui pose la question, » répondit-il en refermant la porte. « Vous êtes la femme qu'il traque. »« Celle du diligencier. »« Oui. »« Je. » « Inutile de vous justifier, » coupa-t-il sèchement. « Où est le fils de Samuel ? » ?»« Il crée une diversion, » répondit-elle. « Nous devons contacter un procureur fédéral à Riverdale. » Déviant. Des bandes, dont celle de Caleb. À la mention de ce nom, un changement subtil passa dans les yeux du vieil homme. « Les hommes de MC Fersonson ont réquisitionné ma maison, » dit-il en avançant vers l'établi. « Ils prétendent me garder sous protection. En vérité, ils m'utilisent comme bouclier. » Il écarta une bâche poussiéreuse et révéla un objet ancien, un télégraphe en laiton monté sur un socle de bois poli. La radio est hors service, sabordée par leurs soins. « Mais ça, ils ne l'ont pas trouvé, » dit-il en effleurant le dispositif d'un geste tendre. « Un vieux système de secours datant de mes années dans la police d'État. Fonctionne sur un circuit indépendant. Le récepteur régional devrait encore exister. » Elena observa l'appareil avec incrédulité. « Vous pouvez envoyer un message. »« Avec ça ? » ?»« À condition de se souvenir du code Morse, » répondit Jenkins avec un sourire discret. « Heureusement, certaines compétences ne s'oublient pas. »« Qui devons-nous joindre ? » ?»« Le procureur fédéral Frank Donovan, à Riverdale. J'ai des preuves, des documents qui exposent la corruption du juge Blackwood et du shérif MC Fersonson. Vol de terre, falsification, meurtre peut-être. » Le vieil homme redressa la tête, le regard dur. « Des meurtres ? Le diligencier n'a jamais été attaqué pour l'argent, » murmura-t-elle. « C'était une exécution. » Jenkins demeura silencieux un instant. Puis hocha gravement la tête. « Morse ne permet qu'un message bref. Dites-moi l'essentiel. » Elena Costello. Document prouvant corruption. Envoyer secours à la cabane Jenkins. MC Fersonson. Responsable des meurtres du diligencier. Les doigts noueux du vieil homme se mirent à danser sur le laiton, le cliquetis sec des impulsions résonnant dans la pièce comme un battement d'espoir. Mais la porte s'ouvrit brusquement. Caleb surgit, le visage en sang, une entaille profonde à la tempe. « Ils reviennent. » Halta-t-il. « Tous. » Fini le message, lança-t-il à Jenkins en poussant un lourd établi contre la porte. « Combien ? » Au moins 4 véhicules. Toutes les unités convergent ici. Il pressa un bandana contre sa plaie. Jenkins continua à taper, concentré, traduisant l'heure. Désespoir en point et très invisible. Message envoyé, annonça-t-il enfin. Sans garantie de réception. Cet engin est plus vieux que la forêt alentour. Il faut espérer que ce soit suffisant. Dit Elena en aidant Caleb à s'asseoir. Vous saignez beaucoup. Ce n'est qu'un éclat de ricochet, rien de grave, répondit-il. Leurs regards se croisèrent, un mélange de gratitude et de peur muette. Jenkins, lui, ouvrit une vieille armoire et sortit une trousse de secours élimée. Ton père aurait choisi une diversion plus subtile que de faire sauter mon générateur, grommela-t-il en nettoyant la plaie de Caleb. Mais il t'a bien appris, improviser avec les moyens du bord. Un éclat de fierté traversa sa voix rauque. Dehors, des cris se rapprochaient. Des portières claquèrent. Il n'avait plus que quelques minutes. Des options, demanda Caleb. Jenkins balaya la pièce du regard. Tout dépend de ce que ton père t'a montré ici. L'atelier, les soirées de poker, c'est tout. Alors il t'a gardé le meilleur pour la fin. Le vieil homme se dirigea vers un grand meuble à outils contre le mur du fond. Ses gestes précis actionnèrent 2 loquets dissimulés. Dans un grincement discret, le meuble pivota, révélant une ouverture béante plongeant sous le plancher. Un tunnel, expliqua-t-il. Construit à l'époque de la Prohibition. L'ancien propriétaire distillait son whisky en contrebande.
Le passage mène à un réseau de grottes à un quart de mille vers l'est. Helena s'approcha, stupéfaite. Vous êtes plein de surprises, monsieur Jenkins. Survivre dans ces montagnes exige de la prévoyance, répondit-il en sortant une lampe torche. Vous trouverez de quoi tenir à la sortie, vivres, eau, matériel de base. Vous ne venez pas? Demanda Caleb, déjà conscient de la réponse. Mes vieux os ne rampent plus dans les tunnels, dit Jenkins avec un sourire triste. Je vais les retenir. Vous devez porter ces preuves à Riverdale. Un poing frappa la porte. Jenkins. Ouvre. Département du shérif. Partez, ordonna-t-il. Chaque seconde compte. Caleb posa une main sur son épaule. On reviendra vous chercher. Ne vous en faites pas pour moi. MC Fersonson me connaît depuis trop longtemps pour risquer un meurtre de plus. Et j'ai encore des amis dans la capitale. La porte trembla sous les coups. Le bois éclatant autour des gonds. Jenkins sortit alors un cylindre étanche de sous un établi. Les cartes, dit-il. Le réseau de grottes rejoint d'anciens tunnels miniers. Si besoin. Vous pourrez atteindre toute la vallée nord. Helena saisit le tube pendant que Caleb ramassait leurs maigres affaires. Le fracas redoubla. Merci, murmura-t-elle. Votre procureur a intérêt à valoir. Tout ça, répondit le vieil homme. Il le vaut. Ces montagnes méritent la justice. Jenkins hocha la tête. Alors allez la chercher pour nous. Il fit volte-face, arma son fusil et se plaça devant la porte, droit malgré son âge. Je vais m'occuper de ces faux porteurs d'étoiles. Caleb et Helena disparurent dans le tunnel. Jenkins referma le panneau derrière eux, verrouillant le passage. L'obscurité les engloutit aussitôt, seulement percée par le faisceau étroit de la lampe. L'air était humide, chargé de la senteur minérale de la roche. Des gouttes tombaient à intervalles réguliers, résonnant comme un métronome dans la pénombre. Le tunnel descendait doucement, son sol poli par des décennies de pas clandestins. Jenkins s'en sortira, demanda Helena d'une voix tremblante. S'il y a bien un homme capable d'affronter MC Fersonson, c'est lui, répondit Caleb, sans grande conviction. Ses liens avec la police d'État le protègent encore, un peu. Ils marchèrent en silence. Plusieurs minutes. Le bruit des affrontements s'effaça, remplacé par l'écho de leurs pas et le souffle de l'eau qui suintait des parois. L'air se faisait plus froid, plus dense, empreint d'une immobilité séculaire. Et si le message n'est jamais arrivé, demanda Helena après un long moment. Et si personne ne vient? Caleb s'arrêta, se retourna. Son visage, éclairé par la lumière vacillante, paraissait sculpté dans la pierre. Alors on ira jusqu'à Riverdale par nos propres moyens, dit-il simplement. Mon père disait toujours qu'il existe toujours un autre chemin. Parfois. Il faut être acculé pour le trouver. Ils reprirent leur marche. Le couloir finit par s'élargir en une vaste caverne où la lumière se perdait dans les hauteurs. Plusieurs tunnels s'ouvraient devant eux, pareils à des veines de pierre plongeant dans l'inconnu. Caleb déroula les cartes que Jenkins leur avait remises. Ces grottes traversent la moitié de la montagne. Servaient autrefois aux déserteurs, puis aux contrebandiers. Aujourd'hui, à nous. L'histoire se répète, quand le monde d'en haut devient dangereux, les hommes se réfugient sous terre. Mais Helena remarqua soudain quelque chose. Regarde. Sur le sol poussiéreux, des empreintes fraîches. Elles ne datent ni d'hier ni d'avant-hier, murmura-t-elle. Quelqu'un est ici, maintenant. Caleb éteignit aussitôt la lampe. L'obscurité absolue les enveloppa. On n'entendait plus que les gouttes d'eau tombant au loin. Ils restèrent immobiles, retenant leur souffle, leurs sens tendus jusqu'à la douleur. Plusieurs traces. Souffla Caleb. Récentes. Qui s'enfoncent plus loin dans le système. Les hommes de MC Fersonson? Peut-être. Ou des chercheurs d'or. Ces montagnes en attirent encore. Il ralluma la lampe, dirigeant le faisceau vers le sol pour éviter d'être repéré. Il observa la carte, cherchant une issue possible. La sortie principale est ici, dit-il en désignant un X à demi effacé. Mais ces empreintes partent dans une autre direction. Ce pourrait être notre chance, s'ils sont ailleurs, la voie est libre.
Ils s'engagèrent dans un passage latéral, étroit, sinueux, où la roche se resserrait comme une mâchoire. Leurs pas résonnaient dans la pénombre, mêlés aux battements sourds de leur cœur. Le dédale s'étendait bien plus loin qu'ils ne l'avaient imaginé. Un entrelac de galeries naturelles et de tunnels élargis par la main de l'homme, témoin silencieux d'un siècle d'évasion et de secrets enfouis. Et tandis qu'ils progressaient vers l'inconnu, une seule pensée les guidait, survivre et livrer la vérité au grand jour. Ils progressèrent prudemment pendant près d'une heure, le chemin sinueux les poussant toujours plus profondément sous la montagne. Enfin, la galerie s'ouvrit sur une petite chambre où un ruisseau longeait une paroi, son murmure régulier comme un pouls dans l'obscurité. Caleb s'arrêta, essoufflé, ils avaient tous deux besoin de reprendre des forces, de retrouver leur repère à la lueur des lampes frontales et en scrutant les cartes qu'ils transportaient. « Comment va ta tête » demanda Helena en approchant sa lampe. Pour mieux voir le pansement qui entourait sa tempe. « Mieux » répondit-il simplement. Le saignement s'est arrêté. Tandis que Caleb repliait la carte et ajustait son bandage, Helena en profita pour ôter discrètement son médaillon en argent, celui qu'elle portait depuis le jour où Caleb l'avait trouvé dans la neige. Elle l'ouvrit avec des doigts légèrement tremblants. Caleb, pensant y découvrir la photo classique d'un être cher, plissa les yeux de surprise. À l'intérieur, il n'y avait pas d'image, mais une pochette imperméable, soigneusement repliée. Elle en tira une carte d'identité et la tendit à Caleb avec une hésitation qu'elle peinait à dissimuler. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir » murmura-t-elle. « Quelque chose que je ne t'ai pas dit. » Caleb prit la carte. Les traits sur la photo lui étaient familiers, c'était Helena, mais le bandeau imprimé en lettres officielles l'indiquait comme journaliste du Denver Chronicle, section investigation. L'expression de Caleb se durcit un instant, puis s'adoucit sous l'effet d'un mélange de surprise et de recalcul mental. « Tu n'es pas une secrétaire juridique, dis-tu » dit-il, les yeux cherchant à lire la vérité dans son visage. « Je l'étais » répondit-elle. « Il y a 3 ans. Puis j'ai rejoint le Chronicle. » Helena récupéra sa carte, mais ses yeux restèrent fixés sur lui, d'une franchise brutale. « Ça fait 8 mois que je travaille infiltré » expliqua-t-elle. « Je reconstitue un dossier sur la corruption judiciaire à travers 3 comtés. »« Tu m'as menti » dit Caleb, sans colère mais avec une pointe de blessure contenue. « J'ai retenu des informations au début pour me protéger » avoua-t-elle. « Plus on est peu à savoir, plus c'est sûr pour moi et pour ceux qui m'aident. » La révélation tomba. Entre comme un feuillage qu'on souffle, inattendue mais révélatrice. Petit à petit, dans l'esprit de Caleb, des pièces qui paraissaient jusqu'alors isolées s'emboîtèrent et firent naître un tableau plus vaste. Le fait qu'Helena ait pris place dans ce carrosse n'était pas un hasard, elle transportait une histoire, des preuves. Le courrier, continua-t-elle, le Chronicle a un bureau satellite à Riverdale. Mon rédacteur sait que l'enquête doit arriver jusqu'à lui. J'ai des documents originaux au sceau, signature qui prouvent que le juge Blackwood et le shérif MC Ferson orchestrent la plus grande spoliation foncière de l'histoire de l'État. Caleb l'écouta, son regard se faisant dur, mais attentif. Pourquoi prendre autant de risques? Pourquoi ne pas envoyer des fichiers électroniques? Demanda-t-il. Les preuves numériques sont contestables, leurs métadonnées peuvent être altérées. Helena désigna la sacoche qu'elle gardait serrée contre elle. Les documents originaux sont indiscutables, répliqua-t-elle avec une détermination sèche. Il fallait vérifier certaines signatures auprès des propriétaires locaux, des gens qui ont perdu leurs terres, comme mon père l'aurait perdu. Leur nom figurait sur la liste d'acquisitions prévue pour le mois prochain. Je ne pensais pas être attaqué dans le carrosse. MC Ferson a dû découvrir que j'allais consulter ses archives. Caleb replia la carte, silencieux, méditant sur la nouvelle dimension que prenait leur alliance. Ce qui, pour lui, avait débuté comme l'aide à une témoin par accident, se transformait désormais en soutien à une enquêtrice délibérée. Leur mission cessait d'être une fuite aveugle et devenait une course pour préserver des preuves qui pouvaient renverser un système. « Ton histoire, affirma-t-il après un moment, va tout mettre à nu. Toutes les propriétés, tous les fonctionnaires impliqués. Le Chronicle a des avocats prêts aux réactions juridiques. Une fois publié, l'État et le fédéral seront tenus d'enquêter, malgré la corruption locale.
Les gens qui ont déjà perdu leur terre pourraient récupérer ce qui leur appartient. La gravité de ces mots transforma quelque chose en Caleb, la peur primaire fit place à une détermination plus noble. Il regarda la carte et calcula. Ces tunnels devraient nous mener à moins de 8 km de la route de la vallée du Nord. De là, on trouvera un moyen d'atteindre Riverdale. Helena observa son visage, guettant la colère. Elle n'eut que la réponse la plus humaine, une compréhension silencieuse. « Tu n'es pas fâché d'avoir été trompé ?» demanda-t-elle. Caleb laissa la question flotter puis, lentement, cita une leçon de son père, comme pour tempérer son propre jugement. Le jugement doit suivre la compréhension. Je comprends pourquoi tu as caché ton identité. Et puis, la vérité de ton travail rend notre mission encore plus importante. Ils rassemblèrent donc leurs affaires, resserrèrent leurs sacs, ajustèrent leurs lampes. Alors qu'ils se remettaient en route, un son lointain les fit se figer, des voix, portées par le réseau de cavernes, résonnèrent derrière eux. Ils ont trouvé l'entrée du tunnel, chuchota Helena, les yeux brillants d'une inquiétude nouvelle. Ils suivent notre piste. Caleb consulta la carte une dernière fois, mémorisa la route. Et dit d'une voix basse, on bouge vite. Aucune halte jusqu'à la sortie. Ils s'enfoncèrent plus avant dans le labyrinthe montagneux. Les voix derrière eux ne s'amplifiaient ni ne s'éteignaient. Elles restaient, constante présence inquiétante, tel un battement régulier qu'on ne parvenait pas à oublier. Le réalisme glaçant de la situation s'imposa, ils n'avaient pas simplement des poursuivants paniqués à leur trousse, ils faisaient face à des hommes qui connaissaient ces réseaux, qui les guidaient, qui semblaient orchestrer la poursuite comme on mène un troupeau vers un piège. La progression devint plus exigeante, les couloirs se rétrécirent, les plafonds baissèrent, et ils durent parfois ramper, écrasés par la roche et le silence. Caleb prit la tête, suivant les annotations sur la carte de Jenkins, tandis qu'Helena restait collée à ses pas, concentrée, chaque fibre de son être tendue vers la fuite. Ils connaissent ces cavernes, remarqua Caleb pendant un bref arrêt. Ils nous font marcher, ils ne nous poursuivent pas à la hâte. Ils cherchent à nous emmener quelque part précis, peut-être là où ils ont un avantage. Le ton suggérait une nouvelle stratégie, ils ne pouvaient plus suivre la route la plus directe, celle que leurs ennemis avaient prévue. Ils devaient briser ce schéma de conduite. Caleb choisit des itinéraires moins évidents, des passages secondaires, des corridors étroits où personne ou presque personne n'aurait l'habitude de circuler. Ici, dit-il en pointant du doigt un trait sur la carte, ce sont d'anciennes galeries minières des années 1890. Instables. C'est marqué. C'est précisément pourquoi nos poursuivants pourraient les éviter. Risque contre certitude, murmura Helena en hochant la tête. Si leur route habituelle menait à la capture assurée, ces vieux tunnels offraient au moins la possibilité d'une évasion, coûte que coûte. Ils s'engagèrent alors dans une galerie basse, aérée par un souffle d'air froid mais immobile. L'air devint plus lourd à mesure qu'ils avançaient, chargé de poussière minérale qui râpait la gorge et asséchait la bouche. Les pieux de soutien, grisâtres et moisis par le temps, gémissaient sous le poids des siècles. Après 20 minutes de progression prudente, la galerie déboucha sur une salle plus vaste, rudimentaire mais pleine d'indices d'un passé industriel, outils rouillés éparpillés comme les vestiges d'un repas interrompu, traces de roues à moitié ensevelies par des éboulis, et des murs marqués par d'anciennes charges d'explosion. Caleb effleura une paroi, les doigts dessinant la mémoire des fragments de roche. Une mine d'or, observa Théil, les yeux parcourant la salle. Petite exploitation, abandonnée quand la veine s'est tarie. Helena s'approcha d'une table ébréchée où des instruments restaient soigneusement alignés, comme si leur propriétaire s'était simplement levé pour déjeuner et n'était jamais revenu. Un carnet en cuir, ses pages jaunies et fragiles, consignait des mesures anciennes, datées de 1907. À côté, un objet attira son regard, une boîte en bois, surmontée d'une poignée en T. Qu'elle prit d'abord pour une pompe. Elle n'osa pas y toucher sans la permission de Caleb. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Caleb s'avança, le visage s'éclairant d'une reconnaissance mêlée d'inquiétude. Un plein jet de mine, un vieux détonateur. Il fonctionne sur un principe simple, une dynamo à ressort qui génère du courant quand on enfonce la poignée. Un grondement sourd, comme si les voix au loin avaient repris de l'épaisseur, témoigna du fait que leurs poursuivants prenaient conscience qu'ils avaient bifurqué.
Elena murmura, combien de temps avant qu'il ne nous rattrape? Des minutes, pas des heures, répondit Caleb. Il nous faut partir. Avant de s'élancer, son attention fut attirée par une pile de caisses dans un coin. Il en souleva une avec précaution. À l'intérieur, des paquets cylindriques enveloppés de papier ciré, de la taille d'un gros bougeoir. Caleb en regarda l'un, la voix basse. De la dynamite. Vieille, mais peut-être encore active. Parfois, la nitroglycérine se cristallise, devient instable. Parfois, elle reste dangereusement intacte. Il l'examina sans la déballer complètement, cherchant des signes de fuite ou de cristallisation. Une idée, sombre mais logique, germa dans la tête d'Elena tandis que Caleb souriait d'un étrange mélange de résolution et de prudence. Tu veux provoquer un éboulement pour boucher le tunnel derrière nous, dit-elle. C'est un coup désespéré, acquiesça-t-il. Sans garantie. Mais si ça marche, on coupe la poursuite. Le scénario était dramatique et risqué, meilleure issue. Sceller la voie et gagner la sortie, pire issue, provoquer une avalanche de roches incontrôlables qui les engloutirait. Elena pesa mentalement les options. Si on les capturait, le dossier ne verrait jamais la lumière, la corruption continuerait d'asseoir son impunité. MC Fersonson ne laissera aucun témoin vivant, dit Caleb d'un ton grave. Il s'assura que sa voix soit à peine plus qu'un souffle. La décision se forma entre eux sans besoin de palabres. Caleb sortit 3 bâtons avec un soin méticuleux, cherchant des signes d'usure dangereuse. N'en voyant pas, il commença à préparer ce qui pourrait devenir leur unique barrière, relier le détonateur au bâton par des fils récupérés sur d'anciens équipements, improviser ce que la mine utilisait autrefois, des mèches et des amorces. Avec les moyens du bord. Ses mains, aguerries par des récits militaires et des gestes appris auprès d'hommes qui savaient manier le feu, s'activèrent avec une précision froide. La distance est notre allié, dit-il en déroulant le fil jusqu'à son maximum, la voix pleine d'un calme qui cachait l'angoisse. On n'a pas le choix, soit on infléchit le destin ici, soit on laisse ces documents disparaître à jamais. Le ruisseau leur offrait un fond sonore presque réconfortant. Autour d'eux, la montagne retenait son souffle. Et tandis que Caleb alignait visiblement chaque élément pour un acte qui pourrait tout sceller ou tout détruire, Elena posa une main sur son épaule, un geste simple, humain, qui disait plus que 1000 paroles. Ils n'étaient plus 2 fuyards isolés dans l'obscurité, ils étaient les gardiens d'une vérité qui pourrait rendre sa dignité à des familles dépossédées. Sous le voile de la montagne, le silence se brisa. Les voix, d'abord lointaines, se firent soudain distinctes, des mots clairs, portés par l'écho sinueux des tunnels. Ils n'étaient plus seuls. Leurs poursuivants avaient retrouvé leurs traces. Caleb jeta un regard à Elena. Tous deux se tenaient derrière un éperon rocheux, leur respiration entrecoupée par l'angoisse et la poussière. Devant eux, le détonateur attendait, relié à la charge placée plus loin dans la galerie. Prête, demanda-t-il. Elle hocha la tête sans un mot, serrant contre elle la sacoche de cuir qui contenait les preuves, ces documents pour lesquels ils risquaient désormais leur vie. Prête, murmura-t-elle. Caleb inspira profondément et abaissa le levier d'un geste sec. Rien. Une seconde s'étira, interminable. Le silence devint assourdissant. Puis, la montagne rugit. Une déflagration gigantesque secoua la terre sous leurs pieds. Les parois hurlèrent, les roches se brisèrent dans un vacarme apocalyptique. Le souffle du blast les projeta contre le sol tandis qu'un nuage de poussière épaisse les enveloppait, rendant l'air irrespirable. Le faisceau de leur lampe frontale ne perçait qu'à peine la brume suffocante. Caleb attrapa la main d'Elena. Viens. On doit bouger. Ils s'enfoncèrent à tâtons dans le boyau d'évacuation, leur corps heurtant les parois instables. Les grondements résonnaient encore, un tonnerre lointain annonçant des effondrements successifs. La montagne semblait vouloir les engloutir vivants. Le sol tremblait sous leurs pas. Chaque vibration leur rappelait que les explosifs anciens de ces bâtons de dynamite oubliés depuis des décennies avaient gardé toute leur puissance. Quand enfin la poussière commença à se dissiper, ils s'arrêtèrent, haletants, les poumons en feu. Est-ce que ça a marché? Souffla Elena entre deux quintes de tout. Caleb dirigea la lumière derrière eux. Là où s'ouvrait le tunnel principal ne restait qu'un mur de gravats monstrueux.
Des poutres tordues, des blocs de pierre effondrés. Oui, ça a marché, dit-il d'une voix grave. Trop bien. Leur voie de retraite était condamnée. Et pire encore, les poutres autour d'eux ployaient sous la contrainte, prêtes à céder au moindre choc. Un craquement sec résonna dans le lointain, suivi d'un nouveau fracas. On doit sortir, vite, lança Caleb. Tout ce secteur peut s'effondrer. Ils repartirent, accélérant le pas malgré la fatigue. Les éraflures. Caleb s'orientait grâce à la vieille carte de Jenkins, mais surtout à son instinct, celui d'un homme né parmi les montagnes et leurs labyrinthes. Peu à peu, le sol s'éleva sous leur pas. Un signe encourageant, la surface devait être proche. Soudain, Helena s'immobilisa. Chut. Écoute. Ils retinrent leur souffle. Au début, il n'y eut que le martèlement lointain de leur cœur. Puis, très faiblement, des voix. Devant eux. Impossible, murmura Caleb. Ils ne peuvent pas avoir contourné aussi vite. Peut-être un autre groupe, souffla Helena. Tu as dit qu'ils nous chassaient. Vers la sortie. S'ils nous attendent là. Un silence tendu suivit. Leur plan venait peut-être de se retourner contre eux. Caleb consulta la carte, ses doigts traçant nerveusement les traits pâlis. Il y a un passage secondaire ici, partiellement effondré. Peut-être impraticable, mais c'est notre seule chance. Ils revinrent sur leurs pas et trouvèrent enfin une fissure étroite. Dissimulée derrière une poutre brisée. Je passe en premier, dit Caleb. Il se glissa dans la fente, raclant ses épaules contre la pierre. L'air y était plus froid, plus sec. Sa lampe balaya un espace si bas qu'il dut ramper. C'est alors qu'il la vit, une petite cage rouillée suspendue à un piton dans la roche. À l'intérieur, les os minuscules d'un oiseau depuis longtemps pétrifié. Sentinelle silencieuse, murmura-t-il avec respect. Toujours à son poste, après toutes ces années. Qu'est-ce que c'est, demanda Helena, se hissant à sa hauteur. Une cage à canaris. Les mineurs les utilisaient pour détecter les gaz. Quand les oiseaux cessaient de chanter, il était temps de fuir. Elle acquiesça, un frisson parcourant son échine. Ils progressèrent péniblement. Rampant sur plusieurs mètres, s'écorchant les genoux et les mains. L'air devint plus pur, plus humide. Une bouffée d'espoir les traversa. Enfin, au bout d'une demi-heure de lutte, une lumière différente se dessina devant eux, non pas celle de la lampe, mais une teinte bleutée, presque tendre. La sortie. Caleb écartant quelques branches, émergea le premier. L'air glacé de la nuit lui fouetta le visage. Au-dessus d'eux, les nuages s'étaient ouverts sur un ciel d'étoiles. Le silence du monde extérieur leur parut irréel après le vacarme des entrailles de la montagne. C'est dégagé. Chuchota Théil, aidant Helena à sortir. Ils restèrent un moment immobiles, goûtant le vent, la liberté, la vie. Où sommes-nous, demanda-t-elle. Caleb scruta les crêtes, les vallées. La ligne sombre des pins pentait. À environ 3 miles de la propriété Jenkins. 7 ou 8 jusqu'à la route du Nord, 20 jusqu'à Riverdale. Mais d'abord, il nous faut un véhicule. Helena secoua la poussière de sa veste, redressant les épaules. Alors on continue. Ils entamèrent la descente. Mais soudain, dans la vallée, un point lumineux se mit à bouger. Des phares. Une voiture avançait lentement, ses faisceaux balayant la route de service. Les hommes de MC Ferson, chuchota Helena. Peut-être. Ou le service forestier, ou des habitants. Caleb observa la trajectoire du véhicule. Le faisceau des phares ne suivait pas la route, mais balayait la pente avec méthode. Non, dit-il d'une voix tendue. Ils fouillent. Ils nous cherchent. Helena sentit son cœur se serrer. Ils savaient qu'on sortirait. Ils nous attendent entre la montagne et la vallée. Caleb hocha la tête. On va prendre de la hauteur. Observer avant d'agir. Ils grimpèrent discrètement. Jusqu'à un promontoire rocheux. De là, ils virent le véhicule s'arrêter près d'une petite cabane que Caleb ne se souvenait pas avoir vue. D'autres silhouettes descendirent, se déplaçant avec la précision de soldats. Leurs gestes étaient coordonnés, efficaces. Ce n'est pas une cabane du shérif, murmura Caleb, l'inquiétude perçant dans sa voix.
C'est une propriété privée, récemment acquise par MC Fersonson. Ils utilisent des terres volées pour leurs opérations, compris Elena. Aucun propriétaire légal pour poser des questions. Parfait camouflage. Sous la lumière froide des étoiles. Un éclat métallique brilla, une plaque, un signe. À terre. Siffla Caleb. Ils se jetèrent derrière un rocher, tandis qu'un projecteur balayait la montagne, passant à quelques mètres d'eux. Leur position était compromise. Les faisceaux convergeaient lentement vers la pente où ils se trouvaient. Ils nous encerclent, murmura Caleb. Des équipes coordonnées, sur plusieurs fronts. Elena serra sa sacoche contre elle, sentant le poids des documents qui pouvaient faire tomber tout un réseau de corruption ou les condamner tous les deux. On ne peut ni fuir en voiture. Ni se cacher éternellement, dit-elle. Non, répondit Caleb d'une voix ferme. Mais on peut choisir le terrain. Il balaya l'horizon du regard, évaluant chaque ombre, chaque repli. En haut. On aurait une meilleure position défensive, mais on serait bloqué contre la falaise. En bas, c'est le piège assuré. Il désigna enfin une arête rocheuse qui serpentait vers l'est. Le long de cette crête. 2 miles jusqu'à Ferguson Creek. Le ruisseau mène à la propriété Thompson. Terrain difficile, mais encore libre. Thompson résiste à MC Fersonson. Et c'est un ancien du Vietnam. Il ne se laisse pas intimider. Ils s'engagèrent sur la crête, glissant parfois sur les pierres gelées, trébuchant sur les racines. Derrière eux, les projecteurs bougeaient comme des bêtes de lumière. Cherchant leur proie. Les moteurs grondaient dans la vallée. Pendant près d'1 heure, ils marchèrent, escaladant, rampant, haletant, leurs mains couvertes de sang et de poussière. Enfin, le terrain s'ouvrit sur une gorge profonde creusée par les fontes du printemps. Ferguson Creek, murmura Caleb. À cette saison, il ne reste qu'un filet d'eau, mais ça nous offrira une cache. Ils descendirent prudemment, leurs pas amortis par la boue gelée. L'eau miroitait faiblement sous les étoiles. Le ruisseau formait un couloir naturel, invisible depuis les hauteurs où patrouillaient leurs ennemis. Regarde, dit Caleb en désignant une clôture grossière qui marquait la fin du cours d'eau. La propriété Thompson commence ici. Il aura des défenses? Certainement. Et il est armé. Tu crois qu'il nous aidera? Caleb hésita, puis répondit simplement. S'il se souvient de mon père, peut-être. Ils franchirent la clôture, chacun conscient que le moindre bruit pouvait déclencher un piège ou une balle. Les premières lueurs de l'aube se dessinaient, teintant le ciel de gris et d'or. La montagne derrière eux semblait endormie à nouveau, mais Caleb savait qu'elle abritait désormais un tombeau de pierre, et que quelque part, dans ses entrailles, des hommes cherchaient encore 2 fugitifs disparus. Elena serra sa sacoche, Caleb resserra la sangle de son sac. Et tous deux avancèrent, portés par un même souffle de détermination et de peur. Devant eux, la propriété Thompson promettait à la fois refuge et risque. Derrière, la montagne fumait encore de leur survie. La frontière de la justice. Un craquement sec fendit le silence de l'aube. Une balle heurta le tronc d'un pin, à quelques centimètres seulement de la position de Caleb. Le message était clair. Un avertissement. C'est assez près, lança une voix rocailleuse, invisible derrière un rideau de branches. Propriété privée. Caleb leva lentement les mains. Monsieur Thompson, c'est moi. Caleb Turner, le fils de Samuel Turner. Un silence lourd s'installa, si dense qu'on aurait pu entendre la neige fondre sur les aiguilles des pins. Puis, d'un entrelac de branchages et de toiles camouflés, surgit un vieil homme à la carrure droite comme un soldat au garde-à-vous. Andrew Thompson, la soixantaine bien passée, tenait son fusil de chasse avec une aisance héritée d'une autre époque. Le fils de Samuel Turner, répéta-t-il d'un ton grave en l'observant à travers le viseur. Tu as grandi depuis la dernière fois que je t'ai vu. Qu'est-ce qui t'amène sur mes terres alors que la moitié du comté te cherche? La vérité, répondit Caleb calmement. Et la justice. Les mêmes hommes qui veulent te voler tes terres ont déjà assassiné 3 innocents dans une diligence. Il y a 4 jours. Le visage buriné du vieil homme demeura impassible, mais son regard glissa vers la jeune femme à ses côtés. Et vous devez être Elena Costello, du Denver Chronicle.
Elle soutint sans ciller son regard d'acier. J'ai les preuves de tout ce que MC Fersonson et le juge Blackwood ont orchestré. Des actes de fraude foncière sur 3 comtés. Je dois atteindre Riverdale pour publier tout cela. Thompson hocha lentement la tête. Le comté est pourri jusqu'à la moelle. J'ai essayé d'avertir les gens, mais personne n'écoute un vieux soldat qui parle d'abus de pouvoir. Il abaissa légèrement son arme. Les hommes de MC Fersonson rôdent autour de ma propriété depuis 2 jours. D'après les conversations captées à la radio, ils se sont agités il y a environ 1 heure. Je suppose que c'est à cause de vous deux. Nous devons rejoindre Riverdale, expliqua Caleb. Une fois les preuves publiées, tout cela. Doucement, coupa Thompson. Sortir d'ici sera déjà un exploit. Mais franchir les postes de contrôle jusqu'à Riverdale, c'est une autre affaire. Une nouvelle voix s'éleva derrière eux. C'est pour cela que vous aurez besoin d'aide. Caleb et Helena se retournèrent d'un même geste. Un homme d'une 40aine d'années s'avançait, vêtu d'un équipement de randonnée, le regard sérieux, un pistolet de service visible sous sa veste ouverte. Marshal fédéral Daniel Reeves, se présenta-t-il en exhibant un insigne qui scintilla dans la lumière du matin. Je suis sous couverture depuis 3 mois pour surveiller cette affaire. Helena, méfiante, fronça les sourcils. Comme par hasard, quelle coïncidence. Pas une coïncidence, répondit Reeves calmement. Une surveillance. J'utilise la propriété de Monsieur Thompson comme poste d'observation, avec sa permission. J'ai vu votre sortie du réseau de grottes. J'ai préféré attendre que vous atteigniez un abri avant de me manifester. Et comment savoir que vous êtes bien ce que vous prétendez, demanda Caleb. Thompson prit la parole à la place du marshal. Parce que je l'ai vérifié moi-même. J'ai contacté d'anciens frères d'armes pour confirmer ses papiers. Il est légitime. Reeves s'avança prudemment. Mademoiselle Costello, votre rédactrice a sollicité le procureur fédéral il y a 6 semaines. On m'a chargé d'observer votre enquête sans interférer, sauf en cas d'urgence. Son ton se fit grave. Et à présent, l'urgence est totale, 3 civils morts, des officiers corrompus, des mercenaires armés menant des chasses à l'homme sur le sol américain. Il sortit un téléphone satellite de son sac. J'ai une équipe d'extraction prête à intervenir. Dans 2 heures, vous et vos preuves serez sous protection fédérale. Helena échangea un regard avec Caleb. Dans ses yeux, l'espoir se mêlait à l'épuisement. Et lui, demanda-t-elle en désignant Caleb. Il m'a tout sacrifié pour m'aider. Protection totale pour vous deux, assura Reeves. Et une enquête fédérale complète sur toutes les propriétés acquises illégalement. Thompson, déjà aux aguets, scrutait les lisières de la forêt. Il faut décider maintenant, trancha-t-il. Les hommes de MC Fersonson approchent par l'est. 20 minutes, peut-être moins. Caleb fixa de nouveau l'insigne du marshal, pesant la confiance contre le risque. Passez votre appel, dit-il enfin. Mais sachez une chose, si vous travaillez avec MC Fersonson, tirez tout de suite, car sinon ces preuves seront publiées, quoi qu'il arrive. Reeves décrocha calmement. Je travaille à faire tomber MC Fersonson, pas à le protéger. Tandis qu'il demandait l'extraction, Helena serra la main de Caleb pour la première fois. On y est presque, murmura-t-elle. Presque. Épilogue ou le renouveau des montagnes. Le printemps était revenu dans les Rocheuses avec son insolente détermination à chasser l'hiver. Dans les creux d'ombre subsistaient encore quelques plaques de neige, mais les prairies se couvraient déjà de jeunes fleurs qui perçaient la terre humide pour chercher la lumière. Les forêts vibraient d'un chœur d'oiseaux, et le bruissement des branches annonçait le réveil des bêtes sorties de leur longue torpeur. Sur le perron de sa cabane reconstruite, Caleb observait la vallée, une tasse de café fumant entre les mains. Le bâtiment ressemblait beaucoup à celui de son père, mais des améliorations discrètes en témoignaient, des fondations plus solides, de larges fenêtres ouvertes sur le monde, une disposition plus fonctionnelle. 6 mois de travail avaient transformé les cendres en un foyer nouveau. À ses pieds, Timber reposait, son museau grisonnant posé sur ses pattes, les oreilles encore attentives au moindre bruit. Le vieux chien avait survécu à l'attaque en se réfugiant dans la cave, comme Caleb le lui avait ordonné. Quand il en était ressorti, la maison n'était plus qu'un tas de braise.
Le vrombissement de pneus sur le gravier brisa la quiétude du matin. Un véhicule des services forestiers s'immobilisa près du portail. De la portière descendit Elena, en jean et bottes de marche, son allure pratique. Adoucie par cette élégance citadine qu'elle ne perdait jamais. Toujours ponctuelle, lança Caleb avec un sourire discret. Une habitude de journaliste? Certaines habitudes méritent d'être gardées. Répondit-elle en brandissant un paquet soigneusement emballé. Comme celle de tenir ses promesses. Elle monta les quelques marches, accepta la tasse qu'il lui tendait, et tous deux restèrent un instant en silence, contemplant les montagnes qui avaient vu naître et se défaire leur destin. Le juge sera condamné la semaine prochaine, dit-elle enfin. Le procureur demande 15 ans minimum. MC Fersonson a tenté de collaborer, mais sa peine reste de 20 ans. Quant aux terres volées, le tribunal fédéral a tout annulé. Les anciens propriétaires pourront les récupérer sans frais. Caleb hocha la tête, un éclat de satisfaction dans le regard. C'est la justice de mon père, souffla-t-il. Celle qu'il a toujours attendue. Presque 30 familles avaient déjà entamé les démarches pour récupérer leurs biens. Jenkins était revenu dans sa cabane, refusant obstinément de déménager malgré son âge. Thompson, infatigable, avait fondé une association pour protéger les propriétaires contre toute future fraude. J'ai quelque chose pour toi, dit Elena en dépliant le plastique autour de son paquet. C'était la première page du Denver Chronicle. En une, son nom apparaissait. Au-dessus d'un titre en lettres massives. Corruption exposée aux des fonctionnaires accusés du plus grand vol de terre de l'histoire de l'État. Ta soumission au prix Pulitzer, remarqua Caleb. Notre histoire, corrigea-t-elle doucement. Je n'aurais jamais pu l'écrire sans toi. Il esquissa un sourire. Tu aurais trouvé un autre guide de montagne. Peut-être. Mais pas un homme prêt à affronter des mercenaires armés, ni à se battre pour une inconnue transportant un sac plein de secrets. Le souvenir de ces jours de fuite et de peur flotta un instant entre eux, les grottes effondrées, les balles traçant dans la nuit, les promesses murmurées au bord du désespoir. Elena posa la main sur le chambranle de la porte. Sous ses doigts, elle sentit les lettres gravées dans le bois, Turner 2025. Ton père serait fier de toi, murmura-t-elle. Pas seulement pour avoir reconstruit cette maison, mais pour avoir tenu tête à la corruption qu'il avait fui. Il n'a jamais fui. Répondit Caleb. Il a protégé ce qui comptait, à sa manière. L'enquête avait révélé ce qu'ils ignoraient, Samuel Turner n'avait pas abandonné la bataille, il l'avait seulement déplacée. Son isolement dans les montagnes n'était pas une retraite, mais une veille. Une attente silencieuse de l'heure où la vérité verrait enfin le jour. Elena tourna vers lui un regard empreint de douceur. Et maintenant? Tu vas rester ici? Il contempla la vallée, les crêtes enneigées au loin. C'est ma maison. Elle le restera toujours. Même si les voisins reviennent et que la solitude se fait plus rare. Le changement, qu'on le veuille ou non, finit toujours par arriver. Ces montagnes en ont vu des siècles, et elles tiendront encore. Puis il la fixa, un éclat malicieux au coin des yeux. Et toi? Une journaliste des grandes villes pourrait-elle trouver une raison de revenir parfois jusqu'à une cabane perdue? Un sourire naquit sur les lèvres d'Elena. Je songe à écrire une série sur la préservation des montagnes. Cela nécessitera sans doute plusieurs voyages d'études. Des sources directes, fit remarquer Caleb avec humour. Les meilleures histoires demandent toujours un peu d'effort, répondit-elle. Au-dessus d'eux, un aigle s'éleva, porté par les courants tièdes. Les forêts en contrebas reprenaient vie, comme si la terre elle-même guérissait des blessures de l'hiver. Je ne t'ai jamais remercié, dit Caleb à voix basse. Pour avoir ramené la justice ici. Et moi, je ne t'ai jamais remercié comme il faut, répondit-elle, émue. Pour m'avoir montré ce que ces montagnes représentent, et pourquoi elles méritent d'être protégées. Le soleil monta derrière les crêtes, inondant le seuil de lumière. Les lettres gravées brillaient d'un éclat neuf, Turner. Entre le passé et l'avenir, entre la fuite et le retour, ils avaient trouvé leur propre frontière, celle où commence la paix.